Lyon brillait sous un ciel de novembre grisacier. Depuis les grandes baies vitrées de son bureau du 5e étage, Mathieu Lavalier observait la ville s'étendre devant lui comme un empire qu'il avait conquis pierre par pierre. La Saône serpentait entre les bâtiments anciens du vieux Lyon et les structures modernes de la confluence. Au loin, les toits de tuiles orangées s'alignaient jusqu'aux collines de Fourvière où la basilique dominait la ville tel un gardien immobile. C'était sa ville, son terrain de jeu, son œuvre. Il avait 42 ans et possédait plus de 50 immeubles dans l'agglomération lyonnaise. Mathieu Lavalier Immobilier était devenu en 15 ans l'un des acteurs majeurs du marché local. Appartements de luxe, lofts industriels rénovés, bureaux design, tout portait sa marque. Les promoteurs le craignaient, les architectes le respectaient, les investisseurs le courtisaient. Il était l'homme qui ne perdait jamais une négociation. Pourtant, ce matin-là, il avait l'impression d'être un imposteur dans son propre costume 3 pièces gris anthracite. Son téléphone vibra sur le bureau en verre. Un message de Valérie, son assistante. Réunion avec les architectes dans 10 minutes. Ils ont les plans révisés pour le projet Confluence. Mathieu ne répondit pas. Il continua de fixer la ville, la mâchoire serrée, les mains enfoncées dans les poches de son pantalon. Dans le reflet de la vitre, il voyait son propre visage, traits durs, cheveux poivre et cils parfaitement coiffés, barbe de 3 jours taillée avec précision. L'image d'un homme qui contrôlait tout, sauf sa propre vie. Il consulta sa montre. 7h30. Théo devait être réveillé maintenant. Ou peut-être pas. Peut-être que l'enfant restait allongé dans son lit, les yeux ouverts, à regarder le plafond comme il le faisait si souvent. Mathieu chassa cette pensée. Il avait du travail. Beaucoup de travail. C'était toujours ainsi qu'il justifiait son absence. Il n'était pas rentré chez lui depuis 2 jours. L'hôtel particulier des Lavaliers se trouvait dans le quartier des Brotteaux, à quelques minutes du parc de la Tête d'Or. C'était une demeure bourgeoise du 19e siècle, rénovée avec un goût exquis par Céline elle-même il y a 3 ans. Façade ocre, balcon en fer forgé, jardin intérieur pavé avec une fontaine en pierre. 4 étages, 8 chambres, un garage souterrain. Le genre de maison dont rêvaient les familles qui feuilletaient les magazines d'architecture. Mais personne ne rêvait de vivre dans cette maison désormais. Au 2e étage, dans une chambre baignée de lumière froide, Théo Lavalier fixait la fenêtre. Il ne voyait pas vraiment ce qui se passait dehors. Il voyait surtout son propre reflet fantomatique dans le verre. Un petit garçon maigre, aux cheveux châtains trop longs, vêtu d'un pyjama bleu trop grand pour lui. 8 ans. Il aurait eu 9 ans dans 2 mois, en janvier. Sa mère lui avait promis une fête au bowling, avec tous ses amis de l'école. Mais sa mère n'était plus là pour tenir cette promesse. Théo bougea légèrement la tête. Derrière lui, la chambre était immense, aseptisée. Des murs blancs, un lit médicalisé, une commode en bois clair, un fauteuil roulant plié près de la porte. Aucun jouet ne traînait par terre. Aucun dessin n'était accroché au mur. La femme de ménage passait chaque jour et effaçait toute trace de vie. Comme si Théo n'était qu'un objet fragile qu'il fallait préserver sous cloche. Il entendit des pas dans l'escalier, des pas lourds, réguliers. Madame Rousseau, probablement. La nounou. 60 ans, cheveux gris tirés en chignon, blouse blanche de pharmacienne. Elle s'occupait de lui depuis 3 semaines. Avant elle, il y avait eu Madame Fontaine, et avant, Madame Béranger. Théo ne se souvenait plus du nom de la première. Elle finissait toute par partir. La porte s'ouvrit sans qu'on frappe. Madame Rousseau entra, un plateau dans les mains. Yaourt nature, compote de pommes, verre d'eau. Toujours la même chose. Elle déposa le plateau sur la table de nuit sans un mot, puis se dirigea vers la fenêtre pour ouvrir les rideaux, déjà ouverts. Elle fronça les sourcils. « Tu t'es levé tout seul ?» demanda-t-elle d'un ton sec. Théo ne répondit pas. « Je t'ai dit de m'appeler quand tu veux sortir du lit. C'est dangereux. » Théo continua de fixer la fenêtre. Madame Rousseau soupira. Ce soupir qu'elles avaient toutes. Ce soupir qui disait « Je ne suis pas payée assez pour ça. »
Elle s'approcha, prit le fauteuil roulant et le déplia avec un claquement métallique désagréable. « Allez, on va te mettre dans le fauteuil. Après, tu mangeras. » Elle le souleva sous les bras, avec une efficacité mécanique, sans douceur. Théo se laissa faire, le corps mou, les jambes pendant dans le vide, comme deux branches mortes. Il ne sentait rien en dessous de la taille. Plus depuis 18 mois, plus depuis la nuit où sa mère était morte et où sa vie s'était arrêtée. Madame Rousseau l'installa dans le fauteuil et recula. « Voilà, maintenant, mange, je reviens dans 1 heure pour ta toilette. » Elle sortit sans attendre de réponse. Théo regarda le yaourt. Il n'avait pas faim, il n'avait jamais faim, mais il mangea quand même, mécaniquement parce que c'était ce qu'on attendait de lui. Être sage, ne pas faire de bruit, ne pas poser de problème. Dehors, dans le parc de la Tête d'Or, des enfants couraient. À 9 heures, Mathieu était en réunion. 6 architectes assis autour d'une table ovale, des plans déroulés, des maquettes en carton blanc disposées comme des villes miniatures. On parlait de coefficients d'emprise au sol, de permis de construire, de normes énergétiques. Mathieu écoutait d'une oreille distraite, les bras croisés, le visage impassible. « Monsieur Lavalier ?» L'architecte principal, un homme d'une 50aine d'années avec des lunettes rondes, le regardait avec une pointe d'inquiétude. « Vous pensez que nous pouvons aller dans cette direction ?» Mathieu cligna des yeux. Il n'avait aucune idée de ce dont il parlait. « Montrez-moi les chiffres », dit-il froidement. C'était sa phrase refuge. Les chiffres ne mentaient jamais. Les chiffres ne demandaient pas d'émotion. La réunion dura 2 heures. Quand elle se termina enfin, Mathieu resta seul dans la salle de conférence, debout près de la fenêtre. Il sortit son téléphone. Aucun message de Madame Rousseau. Mais elle ne lui écrivait jamais. Elle n'était pas payée pour ça. Elle était payée pour garder Théo en vie, propre et nourri, rien de plus. Il composa le numéro de l'agence de placement. Une femme répondit à la 3e sonnerie. « Agence Families, bonjour ?» Mathieu Lavalier à l'appareil. « J'ai besoin d'une nouvelle nounou. » Un silence. « Encore, monsieur Lavalier ?»« Encore. Puis-je savoir ce qui ne va pas avec Madame Rousseau ?» Mathieu serra la mâchoire. « Elle ne convient pas. » Ce n'était pas tout à fait vrai. Madame Rousseau était compétente, ponctuelle, discrète, mais Théo ne lui parlait pas. Il ne parlait à personne, d'ailleurs. Mathieu le savait parce qu'il écoutait parfois, la nuit, quand il rentrait tard et qu'il montait l'escalier en silence pour se rendre à sa chambre au 3e étage. Il s'arrêtait devant la porte de Théo et il écoutait. Rien, jamais rien. Pas de pleurs, pas de voix, pas de rire. Juste un silence qui lui serrait la gorge comme une main invisible. « Nous avons une candidate disponible », dit la femme au téléphone. « Mais elle est jeune, 24 ans, étudiante en kinésithérapie. Elle cherche un travail à temps partiel. »« Non », dit Mathieu immédiatement. « Je veux quelqu'un d'expérimenté. Monsieur Lavalier, nous avons épuisé notre liste de nounous expérimentés. Elle hésita. Elle ne souhaite plus travailler chez vous. » Mathieu ferma les yeux. Il savait pourquoi. Théo était difficile, ou plutôt Théo était un miroir de sa propre incapacité à être père. Les nounous voyaient ce que Mathieu refusait de voir, un enfant qui mourait lentement de l'intérieur, non pas à cause de son handicap, mais à cause de la solitude. « Envoyez-moi la jeune femme », dit-il finalement, « pour un essai. Si elle ne convient pas, vous m'en trouvez une autre. Entendu, monsieur. Je lui demanderai de venir demain matin à 8 heures. Son nom est Élodie Marchand. » Mathieu raccrocha sans dire au revoir. Élodie Marchand habitait un studio de 20 mètres carrés à Vénissieux, dans un immeuble des années 70 qui sentait l'humidité et la friture. Son appartement était au 4e étage sans ascenseur, une pièce unique avec un coin cuisine séparé par un rideau, un lit, une place contre le mur, une petite table pliante, une chaise en plastique. La fenêtre donnait sur un parking gris où des adolescents traînaient le soir, en fumant des cigarettes. Elle était assise à sa table, un manuel de kinésithérapie ouvert devant elle, mais elle ne lisait pas. Elle fixait son téléphone, où s'affichait le message de l'agence. Rendez-vous demain 8 heures, 47 avenue du Maréchal Foch, famille Lavalier,
garde d'enfants à temps partiel. Élodie soupira. Elle n'avait jamais voulu faire de la garde d'enfants. Elle voulait être kinésithérapeute. Aider les gens à se reconstruire après des accidents, des maladies. C'était ce qu'elle étudiait depuis 3 ans à l'université Claude Bernard. Mais 6 mois plus tôt, elle avait été suspendue de son stage hospitalier. Pas renvoyée officiellement, juste invitée à prendre une pause. La raison ? Elle avait désobéi aux ordres d'un médecin pour continuer une séance de rééducation avec un patient âgé qui avait fait un AVC. Le médecin disait que c'était inutile, que le patient ne récupérerait jamais. Élodie avait refusé d'abandonner. Elle avait eu tort, selon les règles, mais elle avait eu raison, selon son cœur. Depuis, elle enchaînait les petits boulots. Serveuse dans un café près de Bellecour, livreuse de courses à vélo, et maintenant, nounou. Elle n'avait pas vraiment le choix. Son loyer était dû dans 1 semaine et elle avait 40 € sur son compte. Elle regarda l'adresse sur son téléphone. Avenue du Maréchal Foch, les Brotteaux, le quartier riche. Elle connaissait ces rues. Elle les avait traversées parfois en vélo, admirant les façades bourgeoises, les jardins secrets derrière les portails en fer. C'était un autre monde. Un monde où elle n'avait jamais mis les pieds autrement qu'en passant. Elle ferma son livre et se leva. Demain, elle entrerait dans ce monde. Et elle ferait ce qu'elle savait faire de mieux. Voir les gens. Vraiment les voir. Le lendemain matin, à 8 heures précises, Élodie se tenait devant le portail du 47 avenue du Maréchal Foch. Elle portait un jean propre, un pull noir simple, une veste en toile. Ses cheveux bruns étaient attachés en queue de cheval. Pas de maquillage. Elle avait toujours pensé que le maquillage cachait plus qu'il ne révélait. Elle pressa le bouton de l'interphone. Une voix féminine grésilla. « Oui, Élodie Marchand. Je viens pour le poste de nounou. » Un silence, puis le portail s'ouvrit avec un bourdonnement électrique. Élodie entra dans une cour pavée magnifique, entourée de murs en pierre ocre. Une fontaine murmura au centre. Des jardinières débordèrent de lierre et de cyclamens mauves. Elle avança lentement, impressionnée malgré elle. La porte d'entrée s'ouvrit avant qu'elle n'atteigne le perron. Une femme en blouse blanche apparut, le visage sévère. « Madame Rousseau, vous êtes la remplaçante, » dit-elle sans chaleur. Ce n'était pas une question. « Oui, Élodie. Monsieur Lavalier n'est pas là, il ne rentre jamais avant 20 heures. Vous vous occuperez de l'enfant de 8 heures à 18 heures, du lundi au vendredi. Je vous montrerai ce qu'il faut faire. » Élodie suivit Madame Rousseau à l'intérieur. Le hall d'entrée était immense, avec un escalier en bois sombre qui montait en spirale. Des tableaux modernes décoraient les murs. Tout était impeccable, froid, silencieux, comme un musée. Elles montèrent au 2e étage. Madame Rousseau marchait vite, ses talons claquant sur le parquet. Elle s'arrêta devant une porte fermée. L'enfant s'appelle Théo. Il a 8 ans. Il est paraplégique depuis un accident de voiture il y a 18 mois. Sa mère est morte dans le même accident. Élodie sentit son cœur se serrer. « Je suis désolée. » Madame Rousseau haussa les épaules. « Il ne parle presque pas. Il ne sourit jamais. Il mange peu. Vous devrez le surveiller, lui donner ses repas, l'aider à se laver, le distraire si possible. Mais ne vous attendez à rien. Cet enfant est... » Elle chercha le mot. « Éteint. » Élodie fronça les sourcils. « Éteint, vous verrez. » Madame Rousseau ouvrit la porte. « Théo, voici Élodie. Elle va s'occuper de toi à partir de maintenant. Sois gentil. » Elle s'écarta pour laisser Élodie entrer, puis ajouta à voix basse « Je pars dans 1 heure. Bonne chance. Vous en aurez besoin. » Élodie entra dans la chambre. La première chose qu'elle vit, ce fut la lumière. Une lumière froide, blanche, qui inondait la pièce par une grande fenêtre. La deuxième chose, ce fut l'enfant. Il était assis dans un fauteuil roulant près de la fenêtre, le dos tourné. Il ne bougea pas quand elle entra, ne se retourna pas, ne dit rien. Élodie referma doucement la porte derrière elle. Elle avança de quelques pas, observant la chambre. Trop propre, trop vide, aucune trace de vie d'enfant. Pas de livres, pas de dessins, pas de jouets éparpillés, juste un lit médicalisé, une commode et ce fauteuil roulant immobile près de la fenêtre. « Bonjour Théo, »
dit-elle doucement. Pas de réponse. Elle s'approcha encore, lentement, et contourna le fauteuil pour se placer à côté de lui. Le garçon regardait dehors, le visage impassible. Il avait des traits fins, presque fragiles, et des yeux noisettes qui ne sciaient pas. Ses mains reposaient sur ses genoux, inertes. Élodie s'accroupit pour être à sa hauteur. « Je m'appelle Élodie. Je vais passer du temps avec toi pendant quelques jours. On verra si ça se passe bien, d'accord ?» Théo ne la regarda pas, mais elle vit quelque chose. Un léger tremblement dans sa mâchoire, comme s'il retenait quelque chose. Des mots peut-être, ou des larmes. Élodie ne dit rien de plus. Elle resta accroupie à côté de lui, regardant par la fenêtre ce qu'il regardait. Le parc de la Tête d'Or au loin, les arbres presque nus, les nuages gris qui glissaient lentement. « C'est beau, hein ?» murmura-t-elle. Silence. Elle attendit encore une minute, puis se releva. « Tu as faim ?» Théo secoua la tête. Un mouvement minuscule, presque imperceptible, mais c'était une réponse. Élodie sourit intérieurement. Au moins, il m'a entendu. Les 3 premiers jours furent difficiles. Madame Rousseau était partie le premier soir sans vraiment former Élodie. Elle lui avait juste laissé une liste de tâches sur le comptoir de la cuisine. 8 heures, réveil et toilette. 9 heures, petit déjeuner. 10 heures, exercice de motricité, voire fiche du kiné. 12 heures, déjeuner. 14 heures, temps calme. 16 heures, goûter. 18 heures, fin de journée. Élodie avait essayé de suivre cette routine, mais elle avait rapidement compris que ce n'était pas ce dont Théo avait besoin. L'enfant ne résistait pas, mais il ne participait pas non plus. Il se laissait faire comme une poupée de chiffon. Quand elle lui parlait, il ne répondait pas. Quand elle lui posait une question, il se contentait de hocher ou de secouer la tête, parfois même pas ça. Le deuxième jour, Élodie avait trouvé une vieille boîte de jouets dans le placard. Des voitures miniatures, des Legos, des puzzles. Elle les avait disposés sur le sol près du fauteuil de Théo. « Tu veux jouer ?» avait-elle demandé. Théo avait regardé les jouets comme s'ils appartenaient à un autre enfant. Puis, il avait détourné les yeux. Le 3e jour, Élodie avait essayé les exercices de motricité prescrits par le kinésithérapeute. Des étirements passifs, des mouvements des jambes, des bras. Théo avait supporté tout cela sans broncher, les yeux vides. Élodie avait senti la frustration monter en elle. Ce n'est pas comme ça qu'on aide quelqu'un. Ce n'est pas comme ça qu'on vit. Ce soir-là, après avoir quitté la maison à 18 heures, elle était rentrée chez elle et avait pleuré. Assise sur son lit, dans son studio minuscule, elle s'était demandé si elle devait abandonner. Peut-être que Madame Rousseau avait raison. Peut-être que Théo était éteint. Peut-être qu'il n'y avait rien à faire. Mais elle avait pensé à ses propres blessures. Elle avait grandi sans père, avec une mère qui travaillait 16 heures par jour comme aide-soignante. Elle avait été seule souvent. Elle savait ce que c'était que d'être invisible. Et elle s'était juré que si un jour elle avait l'occasion d'aider quelqu'un à ne plus être invisible, elle le ferait. Alors elle était revenue le lendemain, et elle avait changé de stratégie. Le 4e jour, Élodie n'avait pas suivi la liste. À 9 heures du matin, elle était entrée dans la chambre de Théo avec un panier. Le garçon était déjà dans son fauteuil, regardant par la fenêtre, comme toujours. « On ne reste pas ici aujourd'hui », avait-elle annoncé. Théo avait tourné la tête, surpris. Élodie avait souri. « On va dans le jardin. Il fait beau. » Elle l'avait emmené en bas, dans le jardin intérieur. C'était un petit espace pavé, entouré de murs couverts de lierre, avec la fontaine au centre. Élodie avait installé une couverture par terre et avait sorti du panier un thermos de chocolat chaud et des croissants qu'elle avait achetés le matin même dans une boulangerie du quartier. « Voilà le petit déjeuner », avait-elle dit en s'asseyant sur la couverture à côté du fauteuil de Théo. Théo avait regardé les croissants, puis Élodie, puis les croissants à nouveau. « Tu en veux un ?» avait-elle demandé. Il avait hésité, puis hoché la tête. Élodie lui en avait tendu un. Théo l'avait pris avec précaution, comme s'il craignait qu'il ne s'effondre entre ses doigts. Puis il avait mordu dedans. Une miette était tombée sur son pull. Il avait souri. Un sourire minuscule,
fugace, mais un sourire quand même. Élodie avait senti quelque chose se desserrer dans sa poitrine. Il est là. Il est toujours là. Les jours suivants, Élodie avait continué à briser la routine. Elle ouvrait les fenêtres de la chambre pour laisser entrer l'air frais, même si c'était novembre. Elle mettait de la musique, du jazz, du blues, des chansons françaises des années 80. Elle parlait à Théo de tout et de rien, de son enfance à Vénissieux, de ses études, de ses rêves de devenir kiné. Elle ne lui demandait pas de répondre. Elle parlait simplement comme si elle racontait des histoires à un ami. Et peu à peu, Théo avait commencé à écouter, vraiment écouter. Elle le voyait à la façon dont il tournait légèrement la tête quand elle racontait quelque chose de drôle. À la façon dont ses mains bougeaient un peu, comme s'il voulait répondre, mais ne savait pas comment. Un après-midi, alors qu'elle lui lisait un livre illustré sur les animaux d'Afrique, Théo avait murmuré quelque chose. Élodie avait relevé la tête. « Quoi ? Les éléphants ?» avait répété Théo d'une voix presque inaudible. « Maman aimait les éléphants !» C'était la première phrase complète qu'il prononçait depuis qu'Élodie était arrivée. Elle avait senti les larmes lui monter aux yeux, mais elle les avait retenues. « Ah oui, c'est chouette les éléphants !» Théo avait hoché la tête. Elle disait qu'il n'oublie jamais rien. Élodie avait fermé le livre. C'est vrai, ils se souviennent de tout, des lieux, des gens, des choses importantes. Elle avait marqué une pause. « Tu te souviens d'elle ?» Théo avait baissé les yeux. Tout le temps. Ils étaient restés silencieux un long moment. Puis Élodie avait posé sa main sur celle de Théo. « C'est bien de se souvenir. Tu as le droit de te souvenir. » Théo n'avait rien dit, mais il n'avait pas retiré sa main. Mathieu, pendant ce temps, était absent. Il rentrait tard chaque soir, parfois après 22 heures, parfois pas du tout. Il dormait à l'hôtel quand les réunions se prolongeaient. Il s'arrangeait pour ne jamais croiser Élodie. Il savait qu'elle était là. La femme de ménage lui avait dit que la nouvelle nounou était différente, qu'elle faisait des choses étranges, comme ouvrir les fenêtres et mettre de la musique. Mathieu avait haussé les épaules. Tant que Théo était en sécurité, il s'en fichait. Mais au fond de lui, il savait qu'il mentait. Il ne s'en fichait pas. Il avait peur. Peur de rentrer et de voir son fils. Peur de voir dans les yeux de Théo ce qu'il y voyait toujours. L'accusation silencieuse. C'est toi qui conduisais. C'est toi qui nous as brisés. Un soir, alors qu'il était assis dans son bureau vide à 23 heures, Valérie était entrée sans frapper. « Monsieur Lavalier, vous devriez rentrer chez vous. »« Je travaille ?»« Non, vous fuyez. » Valérie était avec lui depuis 10 ans. Elle était la seule à oser lui parler ainsi. « Théo a besoin de vous. » Mathieu avait levé les yeux vers elle. « Théo a une nounou. Théo a besoin de son père. » Mathieu n'avait pas répondu. Valérie avait soupiré et était sortie, refermant doucement la porte derrière elle. Mathieu était resté seul, fixant les plans étalés sur son bureau. Des immeubles, des projets, des choses qu'il pouvait contrôler, des choses qui ne le jugeaient pas. Puis vint le jour où tout bascula. C'était un vendredi après-midi, début décembre. Élodie était avec Théo depuis presque 2 semaines. Ce jour-là, elle lui avait parlé de la danse. Elle lui avait raconté comment sa mère l'emmenait parfois, quand elle était petite, dans des bals populaires à Vénissieux, où les gens dansaient la valse, le tango, le rock. C'était magique, avait-elle dit. Même si on n'avait pas d'argent, on pouvait danser. Et quand on danse, on est libre. Théo l'avait écouté attentivement. « Je ne peux pas danser », avait-il dit simplement. Élodie avait souri. « Qui a dit ça ? » Les médecins, papa, tout le monde. « Et toi, tu en penses quoi ?» Théo avait froncé les sourcils. « Je ne peux pas bouger mes jambes. La danse, ce n'est pas que les jambes, c'est le corps entier, le cœur aussi. » Théo avait paru sceptique. Élodie s'était levée et avait cherché sur son téléphone une musique, une valse de Chopin, douce, mélancolique, magnifique. Elle avait monté le volume. « Ferme les yeux », avait-elle dit. Théo avait obéi. « Maintenant, écoute. Tu entends le rythme ?» Il avait hoché la tête. « Bouge tes bras, comme ça. » Elle avait levé ses propres bras,
les balançant doucement au rythme de la musique. Théo avait ouvert les yeux et l'avait regardé, hésitant. Puis, lentement, il avait levé ses bras, maladroitement d'abord, puis avec plus d'assurance. Ses épaules avaient suivi, son buste s'était balancé légèrement. « Voilà !» avait dit Élodie en riant. « Tu danses !» Théo avait souri, un vrai sourire cette fois. Élodie avait senti son cœur exploser de joie. Puis, sans réfléchir, elle s'était approchée et avait soulevé Théo de son fauteuil. Il était léger, si léger. Elle l'avait tenu debout devant elle, ses pieds posés sur les siens, ses mains dans les siennes. « On va danser pour de vrai », avait-elle murmuré. Et ils avaient dansé. Élodie bougeait lentement, tenant Théo contre elle, le guidant dans le rythme de la valse. Le garçon avait fermé les yeux, la tête posée contre son épaule, et il avait souri. Élodie avait senti les larmes couler sur ses joues. C'est à ce moment-là que Mathieu était rentré. Il avait quitté le bureau plus tôt ce jour-là. Une négociation avait échoué et il était épuisé, en colère. Il était rentré chez lui sans prévenir, avait traversé le hall silencieux et avait monté l'escalier. En arrivant au 2e étage, il avait entendu de la musique, une valse, venant de la chambre de Théo. Son cœur s'était arrêté. Il s'était approché de la porte, l'avait poussée doucement et il avait vu Élodie, cette jeune femme qu'il connaissait à peine, tenant son fils debout, dansant avec lui. Et Théo. Théo souriait, les yeux fermés, souriant comme Mathieu ne l'avait pas vu sourire depuis la mort de Céline. Mathieu était resté figé dans l'embrasure de la porte, incapable de bouger, de parler, de respirer. Une vague d'émotions l'avait submergé. Colère d'abord, parce qu'elle avait osé, parce qu'elle avait brisé les règles, parce qu'elle avait touché son fils. Puis, stupéfaction. Puis quelque chose de plus profond, de plus douloureux. La honte de ne pas avoir su faire ça lui-même. La honte d'avoir abandonné son fils alors qu'il était là, toujours là, attendant juste qu'on le voie. Élodie avait levé les yeux et l'avait aperçu. Elle s'était figée, les yeux écarquillés. « Monsieur Lavalier, Mathieu n'avait pas répondu. Il était entré dans la chambre, lentement, comme en transe. Théo avait ouvert les yeux et avait vu son père. « Papa ?» Mathieu s'était approché. Sans un mot, il avait tendu les bras. Élodie avait compris. Elle avait doucement transféré Théo dans les bras de son père. Et Mathieu avait serré son fils contre lui. Ce fils qu'il avait évité pendant 18 mois. Ce fils qu'il n'avait pas vraiment touché depuis l'accident. Il l'avait serré comme s'il voulait le protéger de tout, du monde entier, de lui-même. Puis, maladroitement, Mathieu avait commencé à bouger, à se balancer au rythme de la musique, à danser, avec son fils dans les bras. Et les larmes étaient venues, silencieuses, incontrôlables, roulant sur ses joues pendant que Théo murmurait « Papa, papa ». Élodie s'était reculée, discrètement, les mains sur son propre visage, regardant cette scène qu'elle n'oublierait jamais. Un père et son fils réunis par une valse. Quand la musique s'était arrêtée, Mathieu avait doucement reposé Théo dans son fauteuil. Il s'était accroupi devant lui, les mains sur les accoudoirs du fauteuil, et il avait regardé son fils dans les yeux pour la première fois depuis si longtemps. « Je suis désolé », avait-il murmuré. Théo avait secoué la tête. « C'est pas ta faute, papa. » Mais Mathieu savait que c'était faux. Tout était sa faute. L'accident, la distance, l'absence. Il avait voulu protéger son fils de sa propre douleur et au lieu de ça, il l'avait abandonné. Il s'était relevé et avait enfin regardé Élodie. Elle se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, ne sachant visiblement pas quoi faire. « Merci », avait dit Mathieu d'une voix rauque. Élodie avait hoché la tête. « Je ne voulais pas enfreindre les règles. Je voulais juste. Vous n'avez rien enfreint. » Mathieu avait marqué une pause. « Vous avez fait ce que j'aurais dû faire depuis le début. » Un silence. Puis Mathieu avait ajouté « Ne partez pas. S'il vous plaît, restez. » Élodie avait souri doucement. « Je reste. » Les jours suivants, la valse furent étranges, suspendues dans une sorte d'équilibre fragile. Mathieu avait pris une décision qu'il n'avait pas prise depuis 18 mois.
Il rentrait à la maison avant 20 heures. Pas tous les soirs, mais 3 ou 4 fois par semaine. Assez pour que Théo commence à guetter le bruit de sa voiture dans l'allée. Assez pour qu'Élodie sente une présence nouvelle dans cette maison autrefois vide. Le premier soir où Mathieu était rentré à 18h30, Élodie s'apprêtait à partir. Elle enfilait sa veste dans le hall d'entrée quand elle avait entendu la porte s'ouvrir. Mathieu était entré, encore vêtu de son costume gris, la cravate légèrement desserrée, une mallette à la main. Leurs regards s'étaient croisés. « Bonsoir », avait-il dit simplement. « Bonsoir, monsieur Lavalier ». Élodie avait hésité, puis avait ajouté « Théo est dans sa chambre. Il a dîné. Il vous attend. » Mathieu avait hoché la tête. « Merci. » Puis, alors qu'elle s'apprêtait à sortir, « Élodie », elle s'était retournée. « Appelez-moi Mathieu. » Élodie avait souri légèrement. « D'accord. Bonne soirée, Mathieu. » Ce soir-là, Mathieu était monté voir Théo. Il avait frappé à la porte avant d'entrer, un geste qu'il n'avait jamais fait auparavant. Théo était dans son fauteuil près de la fenêtre, comme toujours, mais il avait tourné la tête en entendant son père. « Papa !» Mathieu avait senti quelque chose se serrer dans sa poitrine. Théo l'avait appelé « papa » avec une intonation qu'il n'avait pas entendue depuis. Il ne savait même plus depuis quand. Avant l'accident, sûrement. Quand Théo était encore un petit garçon insouciant qui courait dans le jardin en criant « Papa, regarde !» chaque fois qu'il faisait quelque chose de nouveau. « Salut, bonhomme !» avait dit Mathieu en s'approchant. Il s'était assis sur le bord du lit, face à Théo. « Tu as passé une bonne journée ?» Théo avait hoché la tête avec enthousiasme. « Élodie m'a appris une chanson en anglais, sur les oiseaux. »« Ah oui? Tu me la chantes ?» Théo avait hésité, puis avait chantonné quelques phrases d'une petite comptine enfantine. Sa voix était hésitante, mais il y avait quelque chose de lumineux dans ses yeux. Mathieu avait écouté sans l'interrompre, et quand Théo avait terminé, il avait applaudi doucement. « C'est très beau !» Théo avait souri. Puis il avait dit, d'une voix plus sérieuse, « Papa, tu vas rester ce soir ?» Mathieu avait senti une boule dans sa gorge. « Oui, je reste. Tu peux manger avec moi, demain ? Demain, je travaille tard, mais lundi, je rentrerai plus tôt et on dînera ensemble, promis. » Théo avait hoché la tête, satisfait. Mathieu était resté encore 1 heure avec lui, à parler de choses simples, l'école que Théo suivait désormais à distance avec un professeur particulier, les livres qu'Élodie lui lisait, les bruits du quartier qu'il entendait depuis sa fenêtre. Des choses insignifiantes, mais qui remplissaient le silence. Quand Mathieu était redescendu, il s'était servi un whisky dans le salon et s'était assis dans le canapé, seul, fixant les flammes dans la cheminée qu'il avait allumée pour la première fois depuis des mois. Il pensait à Élodie, à cette jeune femme qu'il connaissait à peine, mais qui avait réussi en 2 semaines ce qu'il n'avait pas réussi en 18 mois, ramener son fils à la vie. Qui était-elle vraiment ? D'où venait-elle? Pourquoi faisait-elle ça? Le lundi suivant, Mathieu avait tenu sa promesse. Il était rentré à 18 heures et ils avaient dîné tous les 3, lui, Théo et Élodie. C'était la première fois qu'ils partageaient un repas ensemble. Mathieu avait insisté pour qu'Élodie reste, malgré ses protestations. « Vous faites partie de cette maison maintenant », avait-il dit. Le dîner avait été simple. Poulet rôti, pommes de terre sautées, salade verte. Élodie avait cuisiné avec l'aide de Théo, qui avait insisté pour éplucher les pommes de terre, même si ses mains tremblaient d'effort. Mathieu les avait observés pendant qu'ils préparaient le repas, debout dans l'embrasure de la cuisine, et il avait réalisé qu'il n'avait jamais vu Théo cuisiner. Jamais vu Théo faire quoi que ce soit, en fait. Depuis l'accident, il l'avait traité comme un invalide complet, quelqu'un à qui tout devait être fait. Mais Élodie le traitait comme un enfant. Un enfant qui pouvait aider, participer, exister. Pendant le repas, Théo avait parlé sans arrêt. De la chanson qu'il avait apprise, du livre qu'Élodie lui lisait sur les explorateurs, du dessin qu'il avait fait pour son professeur. Mathieu l'écoutait, fasciné, découvrant un fils qu'il avait oublié. Élodie, elle, mangeait en silence, souriant de temps en temps, mais laissant le père et le fils rattraper le temps perdu.
À un moment, Théo avait demandé « Papa, tu crois que maman serait fière de moi ?» Le silence était tombé. Mathieu avait posé sa fourchette. Élodie avait baissé les yeux. Théo attendait, les yeux brillants. Mathieu avait avalé difficilement. « Oui, elle serait très fière de toi, même si je ne peux pas marcher. Surtout parce que tu ne peux pas marcher. Et que tu continues quand même. » Mathieu avait marqué une pause. « Ta maman était la personne la plus forte que j'ai jamais connue, et tu lui ressembles. » Théo avait souri, rassuré, puis il avait continué à manger comme si de rien n'était. Mais Mathieu, lui, était resté figé, les mots de son fils résonnant dans sa tête. « Tu crois que maman serait fière de moi ?» Et lui, Mathieu, aurait-elle été fière de lui? De la façon dont il avait abandonné leur fils? De la façon dont il s'était enterré dans le travail pour ne pas affronter sa douleur? Non. Céline ne serait pas fière. Elle serait furieuse. Après le dîner, Mathieu avait aidé Élodie à débarrasser la table. C'était la première fois qu'il entrait vraiment dans la cuisine depuis la mort de Céline. C'était elle qui cuisinait, avant. Elle adorait ça. Elle mettait de la musique et dansait entre les fourneaux, chantant des chansons ridicules que Théo reprenait en chœur. La cuisine avait été son royaume. Maintenant, elle était froide, impersonnelle. Juste un lieu fonctionnel. Élodie lavait les assiettes dans l'évier. Mathieu essuyait. Un silence confortable s'était installé entre eux. Puis Mathieu avait dit, sans la regarder, « Vous avez fait des études de kinésithérapie. » « Oui. Pourquoi vous ne travaillez pas dans un hôpital ou un cabinet ?» Élodie avait hésité, les mains dans l'eau savonneuse. « J'ai été suspendue de mon stage. » Mathieu s'était tourné vers elle. « Pourquoi ? » « J'ai désobéi à un médecin. » Elle avait rincé une assiette, la tenant un peu trop fort. « Il y avait un patient âgé, monsieur Bertrand. Il avait fait un AVC 3 mois plus tôt. Le médecin avait décidé d'arrêter la rééducation parce qu'il estimait que les progrès étaient trop faibles. Mais monsieur Bertrand voulait continuer. Il voulait remarcher pour pouvoir aller au mariage de sa petite fille. Alors j'ai continué les séances en dehors des heures officielles, sans autorisation. Et il a remarché. Pas beaucoup, juste quelques pas avec une canne, mais assez pour accompagner sa petite fille à l'hôtel. Élodie avait souri tristement. Le médecin l'a appris et m'a dénoncé. J'ai été suspendue pour 6 mois. Conduite non professionnelle. Violation des protocoles. Mathieu l'avait regardé un long moment. Vous regrettez? Non. Elle avait levé les yeux vers lui. Et il avait vu une détermination farouche dans son regard. Je ne regrette jamais d'avoir aidé quelqu'un. Même si ça me coûte. Mathieu avait hoché lentement la tête. C'est pour ça que vous êtes ici, pour Théo. Vous pensez pouvoir le réparer? Élodie avait froncé les sourcils. Il n'est pas cassé. Il n'a pas besoin d'être réparé. Il est paralysé. Oui, et alors? Elle s'était tournée vers lui, les mains sur les hanches. Être paralysé ne veut pas dire être mort. Théo peut encore vivre, rire, rêver, danser à sa façon. Mais pour ça, il a besoin qu'on arrête de le traiter comme un fantôme. Mathieu avait senti la colère monter. « Vous me jugez? » « Non. » Élodie avait soutenu son regard. « Je constate. Vous avez abandonné votre fils parce que vous ne supportez pas de le voir, parce que ça vous rappelle l'accident, parce que vous culpabilisez. » Le silence était tombé, lourd, électrique. Mathieu serrait les dents, les mains crispées sur le torchon. « Vous ne savez rien de moi. Vous avez raison. Je ne sais rien, mais je sais ce que ressent Théo, et il pense que vous ne l'aimez plus. » Mathieu avait pâli. « Ce n'est pas vrai. Alors montrez-le. » Elle était sortie de la cuisine sans attendre de réponse. Mathieu était resté seul, tremblant de rage et de honte. Qui était-elle pour lui parler ainsi? Une gamine de 24 ans qui ne connaissait rien à sa vie, à sa douleur, à son fardeau. Elle n'avait pas le droit. Mais au fond de lui, il savait qu'elle avait raison. Les semaines suivantes furent marquées par une tension croissante entre Mathieu et Élodie. Ils se parlaient peu, se croisant dans la maison avec une politesse froide. Mathieu continuait de rentrer plus tôt pour voir Théo, mais il évitait Élodie autant que possible.
Elle, de son côté, restait professionnelle, faisant son travail avec dévouement, mais gardant ses distances. Pourtant, malgré cette tension, quelque chose changeait. Théo s'épanouissait. Chaque jour, il gagnait en confiance, en joie. Il parlait plus, riait plus, participait plus. Élodie avait commencé à lui faire faire des exercices de rééducation. Pas les exercices passifs prescrits par le kinésithérapeute, mais des mouvements actifs, créatifs. Elle avait transformé la chambre en petit gymnase improvisé avec des ballons, des bandes élastiques, des coussins. Théo adorait ça. Un jour, Mathieu était rentré et avait trouvé Théo allongé par terre, en train de faire des exercices abdominaux, pendant qu'Élodie comptait 18, 19, 20. Théo était en sueur, essoufflé, mais il souriait. « Qu'est-ce que vous faites ?» avait demandé Mathieu, inquiet. « On renforce son tronc », avait répondu Élodie, « pour qu'il puisse tenir assis plus longtemps sans soutien. » Mathieu avait froncé les sourcils. Le kinésithérapeute a approuvé ça? Non, parce que je ne lui ai pas demandé. Vous ne pouvez pas faire ça sans autorisation médicale. Pourquoi pas? Élodie s'était levée, les mains sur les hanches. Théo n'est pas en danger. Je sais ce que je fais. Vous avez été suspendu pour exactement ce genre de choses. Et alors, vous préférez que Théo reste faible toute sa vie par peur des règles? Mathieu avait ouvert la bouche pour répondre, puis l'avait refermée. Théo, allongé par terre, les regardait avec anxiété. « Papa, s'il te plaît, j'aime ce qu'on fait avec Élodie. » Mathieu avait regardé son fils, puis Élodie, puis il avait soupiré. « D'accord, mais si quelque chose se passe mal, c'est votre responsabilité. » Je sais, mais Mathieu n'était pas tranquille. Quelques jours plus tard, il avait contacté le kinésithérapeute de Théo, Monsieur Garnier, un homme d'une 50aine d'années avec des lunettes épaisses et une barbe grise. Ils s'étaient rencontrés dans un café près de l'hôpital Édouard Herriot. « Votre fils fait des progrès remarquables », avait dit Monsieur Garnier en feuilletant son dossier. « Sa posture s'est améliorée. Son tonus musculaire aussi. Qu'est-ce qui a changé ? La nounou. Elle fait des exercices avec lui. Quel genre d'exercice? Mathieu avait hésité. Des exercices actifs, renforcement, équilibre. Elle le fait danser aussi. Monsieur Garnier avait levé les yeux, surpris. Danser? Oui. Elle le tient debout et il danse. Le kinésithérapeute avait froncé les sourcils. C'est peu orthodoxe. Mais si Théo ne se blesse pas, je ne vois pas de problème. Au contraire, la danse peut être une excellente forme de thérapie. Il avait marqué une pause. Qui est cette femme? Une étudiante en kinésithérapie. Élodie Marchand. Monsieur Garnier avait tressailli. Élodie Marchand? Vous la connaissez? Oui. Le kinésithérapeute avait ôté ses lunettes et les avait nettoyées lentement. Elle était stagiaire à l'hôpital, une étudiante brillante, très douée, mais elle a été suspendue pour, disons, non-respect des protocoles. Je sais, Monsieur Lavalier, je ne suis pas en position de vous dire quoi faire, mais Élodie Marchand a un cœur énorme, peut-être trop énorme. Elle s'attache à ses patients. Elle fait des promesses qu'elle ne peut pas tenir. Il avait remis ses lunettes. Théo est paralysé, il ne remarchera probablement jamais. Si Élodie lui fait croire le contraire, elle va le briser. Mathieu avait senti un froid glacial l'envahir. Vous pensez qu'elle lui ment? Je pense qu'elle rêve, et les rêves, Monsieur Lavalier, peuvent être dangereux quand la réalité est aussi cruelle. Cette nuit-là, Mathieu n'avait pas dormi. Il était resté éveillé, fixant le plafond de sa chambre, ressassant les mots de Monsieur Garnier. Elle fait des promesses qu'elle ne peut pas tenir. Et si c'était vrai? Et si Élodie était en train de donner de faux espoirs à Théo? Et si, au final, elle le blessait plus qu'elle ne l'aidait? Le lendemain matin, Mathieu avait décidé de rester à la maison pour observer. Il avait appelé Valérie pour annuler ses rendez-vous de la matinée. Puis il s'était installé dans son bureau au 3e étage, d'où il pouvait entendre ce qui se passait dans la chambre de Théo. À 9 heures, il avait entendu Élodie arriver. Sa voix joyeuse. « Bonjour, champion. Prêt pour une nouvelle journée ?»
Puis, celle de Théo, tout aussi joyeuse. « Oui, on fait quoi aujourd'hui ?» Surprise. Mathieu avait entendu des bruits de meubles déplacés, de la musique, des rires. Puis la voix d'Élodie plus sérieuse. « Théo, je veux que tu essaies quelque chose. Tu vois ces barres que j'ai installées? Oui, je vais te tenir. Et tu vas essayer de te soulever avec tes bras. Juste un peu, pour voir si tu peux tenir debout quelques secondes. » Mathieu s'était levé d'un bond. Il était sorti de son bureau et avait descendu l'escalier en silence. Arrivé devant la porte de Théo, il avait écouté. « Allez, tu peux le faire. Je te tiens. » Un grognement d'effort de Théo, puis un cri de douleur. Mathieu avait ouvert la porte brusquement. Théo était debout, ou plutôt suspendu entre deux barres parallèles qu'Élodie avait installées, ses bras tremblants sous l'effort, son visage rouge. Élodie le tenait par la taille, l'encourageant, mais Théo pleurait. « Arrêtez ça immédiatement !» avait crié Mathieu. Élodie avait sursauté. Théo était retombé dans ses bras, épuisé. « Monsieur Lavalier, qu'est-ce que vous faites? Vous le torturez. »« Non, je l'aide à... » « À quoi? À se faire croire qu'il peut remarcher ?» Mathieu était entré dans la chambre furieux. « Il ne remarchera jamais. Les médecins l'ont dit. Vous lui donnez de faux espoirs. » Théo, dans les bras d'Élodie, pleurait maintenant de peur et de confusion. « Papa, arrête !» « Et vous ?» Mathieu s'était tourné vers Élodie. « Vous mentez à mon fils. Vous lui faites croire à des miracles qui n'existeront jamais. » Élodie avait reposé Théo dans son fauteuil, puis s'était levée, tremblante de colère. « Je ne lui mens pas. Je lui apprends à vivre, à ne pas abandonner, à ne pas se laisser définir par ce fauteuil. Il est défini par ce fauteuil. C'est la réalité. La réalité, c'est que vous avez renoncé à lui avant même d'essayer. » Élodie avait crié maintenant. « Vous l'avez enterré vivant dans cette chambre parce que vous ne supportez pas de le voir. Alors ne me dites pas que moi je lui fais du mal. » Le silence était tombé, brutal. Théo sanglotait dans son fauteuil. Mathieu et Élodie se faisaient face, à bout de souffle, les yeux brillants de larmes retenues. Puis Élodie avait dit, d'une voix brisée, « Vous savez quoi? Vous avez raison, je ne devrais pas être là, je démissionne. » Elle avait attrapé son sac et était sortie de la chambre en courant. Mathieu l'avait entendu dévaler l'escalier, puis la porte d'entrée claquer. Il était resté seul avec Théo, qui pleurait toujours. Mathieu s'était approché, avait voulu poser une main sur l'épaule de son fils, mais Théo s'était reculé violemment. « Va-t'en, Théo, va-t'en. Tu as chassé Élodie, tu chasses tout le monde, tu me détestes. Non, Maman serait déçue de toi. » Mathieu était resté figé. Les mots de son fils le transperçaient comme des lames. Théo pleurait maintenant sans retenue, le visage enfoui dans ses mains. Mathieu avait voulu dire quelque chose, n'importe quoi, mais aucun mot ne sortait. Alors il était sorti de la chambre, refermant doucement la porte derrière lui. Il était descendu dans le salon, s'était versé un whisky d'une main tremblante et s'était assis dans le canapé. La maison était redevenue silencieuse, vide, comme avant. Comme toujours, 2 jours passèrent. Mathieu avait engagé une nouvelle nounou en urgence, Madame Delorme, une femme d'une 60aine d'années, compétente et stricte. Théo refusait de lui parler. Il restait dans son fauteuil, regardant par la fenêtre, exactement comme avant l'arrivée d'Élodie. Il ne mangeait presque plus, ne souriait plus. C'était comme si quelqu'un avait éteint une lumière en lui. Mathieu, lui, essayait de travailler, mais il n'y arrivait pas. Il pensait à Élodie. À ces mots, vous l'avez enterré vivant. Vous avez renoncé à lui. Maman serait déçue de toi. Le 3e jour, Valérie était entrée dans son bureau sans frapper. « Monsieur Lavalier, il faut qu'on parle. »« Pas maintenant. »« Si, maintenant. » Elle avait claqué la porte derrière elle. « J'ai reçu un appel de Madame Delorme. Théo ne mange plus. Il ne parle plus. Il refuse de sortir de sa chambre. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Mathieu avait regardé par la fenêtre. « Élodie est partie. »« Pourquoi ?»« Je l'ai renvoyée. » Valérie l'avait fixée, incrédule. « Vous avez renvoyé la seule personne qui rendait votre fils heureux ?» Elle lui donnait de faux espoirs. « Et vous,
Qu'est-ce que vous lui donnez » Valérie s'était approchée de son bureau. « Rien, vous ne lui donnez rien. Vous êtes tellement obsédé par votre culpabilité que vous ne voyez même pas que votre fils est en train de mourir sous vos yeux. Il n'est pas en train de mourir. Pas physiquement, mais à l'intérieur, oui. » Valérie avait posé les mains sur le bureau. « Mathieu, écoutez-moi, je travaille avec vous depuis 10 ans, je vous respecte, mais là, vous êtes en train de commettre la plus grande erreur de votre vie. Cette jeune femme a ramené votre fils à la vie, et vous l'avez chassé parce que vous avez peur. Peur de quoi? Peur de l'espoir, parce que l'espoir fait mal quand il est déçu. Alors vous préférez ne rien espérer du tout. Mais ça, ce n'est pas protéger Théo, c'est l'abandonner. Mathieu avait fermé les yeux. Qu'est-ce que je dois faire? Vous le savez déjà. Ce soir-là, Mathieu était allé à Vénissieux. Il avait trouvé l'adresse d'Élodie dans le dossier de l'agence de placement, un immeuble gris, défraîchi, dans une rue bruyante. Il avait monté les 4 étages à pied, le cœur battant. Arrivé devant la porte du studio 412, il avait hésité. Puis il avait frappé. Élodie avait ouvert. Elle portait un t-shirt trop grand et un pantalon de jogging. Ses yeux étaient rouges. Quand elle avait vu Mathieu, son visage s'était fermé. « Qu'est-ce que vous faites là ?»« Je suis venu m'excuser. » Élodie avait ri amèrement. « Un peu tard, non ?»« Je sais. » Mathieu avait baissé les yeux. « J'ai eu tort. Vous aviez raison. Surtout. » « Et alors, ça change quoi ?»« Théo. » Mathieu avait relevé la tête. « Théo ne va pas bien. Il ne parle plus. Il ne mange plus. Il vous réclame. » Les yeux d'Élodie s'étaient remplis de larmes. « C'est votre faute. Je sais. Vous l'avez brisé? Encore? Je sais. » Mathieu avait marqué une pause. « Mais vous pouvez le réparer. S'il vous plaît, revenez. » Élodie avait secoué la tête. « Je ne peux pas. Pas comme ça. Pas si vous ne changez pas. Je vais changer. Je le promets. » Les promesses ne suffisent pas. Élodie avait croisé les bras. « Si je reviens, c'est à mes conditions. Pas de règles absurdes, pas d'interdictions, pas de mensonges sur ce que Théo peut ou ne peut pas faire. Et surtout, elle avait soutenu son regard. Vous devez être présent, vraiment présent. Pas juste rentrer à la maison et faire semblant. Théo a besoin d'un père, pas d'un fantôme. » Mathieu avait hoché la tête. « D'accord. Et si vous recommencez à fuir, je pars définitivement. » « D'accord. » Élodie l'avait regardé longuement, puis elle avait dit « Je reviens lundi. »« Merci. » Elle avait refermé la porte sans ajouter un mot. Mathieu était resté un moment dans le couloir sombre, puis il était redescendu. En sortant de l'immeuble, il avait regardé le ciel gris de décembre. Des flocons de neige commençaient à tomber. La première neige de l'hiver. Il avait pensé à Céline, à ce qu'elle aurait dit si elle avait été là. Probablement quelque chose comme « Il était temps, espèce d'idiot ». Il avait souri, malgré lui. Puis il était rentré chez lui, où Théo l'attendait. Le lundi matin, quand Élodie était revenue, Théo avait pleuré de joie. Il l'avait serrée dans ses bras comme s'il ne voulait plus jamais la lâcher. « Tu es revenu, tu es revenu !»« Oui, champion, je suis revenu. » Mathieu les avait regardés depuis le seuil de la porte. Élodie avait levé les yeux vers lui. Il ne s'était rien dit, mais quelque chose avait changé entre eux. Une compréhension silencieuse, un début de confiance. Les semaines suivantes furent différentes. Mathieu tenait sa promesse. Il rentrait chaque soir à 18h. Il dînait avec Théo et Élodie. Il écoutait son fils parler de sa journée. Il l'aidait à faire ses devoirs. Il lisait des histoires avant de dormir. Des choses simples, banales, mais qui reconstruisaient lentement le lien brisé entre eux. Et lentement, imperceptiblement, Mathieu commençait à voir Élodie différemment. Ce n'était plus juste la nounou. C'était quelqu'un d'important. Quelqu'un qui comprenait Théo mieux que lui-même. Quelqu'un qui avait une force tranquille, une détermination qui le fascinait. Un soir, alors qu'il rangeait la cuisine après le dîner, Élodie avait dit « Vous savez, vous êtes un meilleur père que vous ne le pensez. » Mathieu avait levé les yeux, surpris. « Vraiment ? Oui, vous êtes là. C'est déjà énorme. J'ai l'impression de rattraper 18 mois de retard. C'est le cas,
Mais c'est pas grave. L'important, c'est que vous essayez. » Elle avait souri. Théo le voit. Mathieu avait hoché la tête. Puis, sans réfléchir, il avait dit « Et vous, vous le voyez ?» Élodie l'avait regardé, surprise. « Quoi ? Que j'essaie ?» Un silence. Puis Élodie avait détourné les yeux. « Oui, je le vois. » Il y avait quelque chose dans l'air, une tension nouvelle, différente. Mathieu s'en était rendu compte. La façon dont il attendait le matin qu'Élodie arrive. La façon dont il trouvait des excuses pour rester dans la cuisine quand elle préparait le dîner. La façon dont il écoutait son rire quand elle jouait avec Théo. C'était dangereux. Il le savait. Élodie avait 24 ans. Elle était l'employée. Elle venait d'un monde complètement différent. Et surtout, il était encore en deuil. Céline était morte il y a seulement 18 mois. Comment pouvait-il ressentir ça? Mais il le ressentait quand même. Puis vint le jour où tout explosa. C'était un vendredi soir, mi-décembre. Mathieu était rentré tard après une réunion difficile. Il était 21 heures. En entrant dans la maison, il avait été surpris de voir de la lumière au salon. Élodie était encore là, assise sur le canapé, un ordinateur portable sur les genoux. « Élodie, qu'est-ce que vous faites encore là ?» Elle avait sursauté. « Oh, pardon. Théo s'est endormi tard, alors je suis restée pour finir un devoir de fac. J'allais partir. »« Non, restez. » Mais Mathieu avait ôté sa veste. « Vous voulez un thé ? » Oui, merci. » Ils s'étaient retrouvés dans la cuisine, comme souvent maintenant. Mathieu avait préparé du thé. Ils avaient parlé de choses banales, les progrès de Théo, l'approche de Noël, les projets d'Élodie pour les vacances. Puis, à un moment, Mathieu avait demandé « Vous allez où pour Noël ?»« Nulle part. Ma mère travaille. Je serai probablement seul. »« Seul ? Ça va. J'ai l'habitude. » Mathieu l'avait regardé. « Vous devriez passer Noël ici, avec nous. » Élodie avait ri doucement. « Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. »« Pourquoi pas ? » ?»« Parce que... » Elle avait hésité. « Parce que je suis juste l'employé. »« Non, vous êtes bien plus que ça. » Mathieu s'était approché. « Vous êtes quelqu'un d'important. Pour Théo, pour moi. » Élodie avait levé les yeux vers lui. « Mathieu, je sais que c'est compliqué. Je sais que je ne devrais pas. » Il avait secoué la tête. « Mais je ne peux pas m'en empêcher. Quand vous êtes là, tout semble plus vivant. Ne faites pas ça. » « Faire quoi ? » ?»« Me dire ça. Parce que je... » Élodie s'était levée, mettant de la distance entre eux. « Parce que je ressens la même chose. Et c'est une mauvaise idée. » Mathieu s'était figé. « Vous, oui. » Elle avait croisé les bras, comme pour se protéger. « Mais ça ne peut pas arriver. Vous êtes mon employeur. Vous venez de perdre votre femme, et moi. Je ne suis personne, juste une fille de Vénissieux qui ne sait même pas ce qu'elle fait de sa vie. Vous n'êtes pas personne. » « Si, comparé à vous, si. » Mathieu avait fait un pas vers elle. « Élodie, regardez-moi. » Elle avait obéi, les yeux brillants. « Vous m'avez sauvé. Vous avez sauvé mon fils. Vous avez ramené la lumière dans cette maison. Vous pensez vraiment que ça fait de vous personne ?» Élodie avait secoué la tête, les larmes coulant maintenant. « C'est trop compliqué. Je sais. On ne peut pas. Je sais. » Mais ils s'étaient approchés encore, et elle n'avait pas reculé. Ils étaient si proches maintenant qu'il pouvait sentir son souffle. Il avait levé une main hésitant et l'avait posée sur sa joue. Élodie avait fermé les yeux. Mathieu. Et puis la porte de la cuisine s'était ouverte. Théo était là, dans son fauteuil roulant, les yeux écarquillés. « Papa ? Élodie ?» Mathieu et Élodie s'étaient séparés brusquement comme des adolescents pris en faute. Mathieu s'était éclairci la gorge. « Théo, qu'est-ce que tu fais debout ?» Je me suis réveillé, j'ai entendu des voix. Théo les regardait, confus. « Vous allez vous marier ?» Élodie avait éclaté de rire malgré elle, un rire nerveux. « Non, champion, on discutait juste. » Théo avait souri. « Moi, j'aimerais bien que vous vous mariez. » Mathieu et Élodie s'étaient regardés, embarrassés, puis Mathieu avait dit « Allez, bonhomme, on te ramène au lit. »
Après avoir recouché Théo, Élodie était partie sans dire un mot. Mathieu était resté seul dans le salon, la tête entre les mains. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait failli embrasser Élodie, l'employée, la nounou de son fils. La fille qui avait 24 ans alors qu'il en avait 42. C'était une catastrophe. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas fini. Les jours suivant l'incident dans la cuisine furent étranges, chargés d'une électricité silencieuse. Élodie continuait de venir chaque matin à 8 heures, comme d'habitude. Mais quelque chose avait changé. Elle évitait de croiser le regard de Mathieu. Quand il rentrait le soir, elle trouvait des excuses pour partir plus tôt. « J'ai un devoir à rendre. Ma mère a besoin de moi. Je ne me sens pas très bien. » Des mensonges transparents que Mathieu ne relevait pas, parce qu'il comprenait. Lui aussi avait peur de ce qui s'était presque passé. Théo, de son côté, ne semblait rien remarquer. Ou peut-être faisait-il semblant. Il était heureux, plus vivant que jamais. Chaque jour, il faisait de nouveaux progrès. Il pouvait désormais se tenir assis sans soutien pendant presque 1 heure. Ses bras étaient devenus plus forts grâce aux exercices qu'Élodie lui faisait faire. Il dessinait, lisait, chantait. La chambre blanche et vide s'était transformée en un espace vivant, couvert de dessins accrochés au mur, de livres empilés sur le bureau, de ballons et de matériel de rééducation étalés sur le sol. Un matin, alors que Mathieu prenait son café dans la cuisine avant de partir au bureau, Théo était descendu dans son fauteuil avec l'aide d'Élodie, chose qui ne s'était pas produite depuis des mois. L'ascenseur pour fauteuil roulant que Mathieu avait fait installer après l'accident n'avait presque jamais servi. Théo refusait de quitter sa chambre, mais ce matin-là, il était là, dans la cuisine, souriant. « Bonjour, papa !» Mathieu avait failli lâcher sa tasse. « Théo, tu es descendu ?» ?»« Oui. Élodie a dit qu'on pouvait prendre le petit déjeuner ensemble, tous les 3. » Mathieu avait regardé Élodie, qui se tenait près de l'évier, les bras croisés, le visage fermé. Leurs regards s'étaient croisés une fraction de seconde avant qu'elle ne détourne les yeux. « C'est une excellente idée », avait dit Mathieu en se forçant à sourire. Ils avaient pris le petit déjeuner ensemble. Théo avait parlé sans arrêt, racontant ses rêves, ses projets, les chansons qu'il voulait apprendre. Mathieu l'écoutait, hochant la tête, mais il ne pouvait s'empêcher de regarder Élodie. Elle mangeait en silence, les yeux baissés, jouant nerveusement avec sa tasse de café. Quand Théo avait fini son bol de céréales, il avait dit « Papa, tu sais quoi ? Élodie dit que peut-être un jour, je pourrais marcher avec des prothèses. » Mathieu s'était figé. « Des prothèses ? Oui. » Théo avait souri, plein d'espoir. « Pas tout de suite, mais dans quelques années, quand je serai plus grand. » Il paraît qu'il y a des prothèses robotiques qui aident les gens comme moi à se tenir debout. Mathieu avait regardé Élodie, qui évitait toujours son regard. « C'est vrai ? » ?»« Oui, » avait-elle répondu doucement. « C'est une possibilité. Ça existe. Mais ça coûte très cher et ça nécessite beaucoup de rééducation. » « Combien ? » ?»« Plusieurs dizaines de milliers d'euros, peut-être 100 000. Ça dépend du type de prothèse. » Mathieu avait hoché lentement la tête. L'argent n'était pas un problème. Il pouvait se le permettre. Mais ce n'était pas ça qui le perturbait. C'était l'espoir dans les yeux de Théo, cet espoir qu'il avait cru dangereux, destructeur. Mais en regardant son fils, rayonnant, vivant, il comprenait qu'Élodie avait eu raison depuis le début. L'espoir n'était pas dangereux. C'était l'absence d'espoir qui tuait. « On va se renseigner », avait dit Mathieu. « Je vais appeler des spécialistes. » Théo avait explosé de joie. « Merci, papa. »« Merci. » Élodie avait souri, enfin un sourire fragile mais réel. Mathieu l'avait regardé, et pendant un instant, il avait vu dans ses yeux quelque chose qui ressemblait à de la gratitude, ou peut-être à autre chose. Mais cette trêve ne dura pas longtemps. Le lendemain, Mathieu avait reçu un appel inattendu. C'était le docteur Renaud, le neurologue qui suivait Théo depuis l'accident. Un homme austère d'une 60aine d'années, cheveux blancs impeccables, costume sombre. « Monsieur Lavalier, j'ai reçu un rapport du kinésithérapeute de votre fils. Monsieur Garnier me dit que Théo fait des progrès remarquables. » « Oui, c'est vrai.
Il mentionne également qu'une nounou s'occupe de sa rééducation. Le ton du docteur était sec, presque accusateur. Est-ce exact? Mathieu avait senti une tension monter. Oui, elle est étudiante en kinésithérapie. Elle travaille avec Théo chaque jour. Monsieur Lavalier, je dois vous mettre en garde. Votre fils souffre d'une lésion médulaire complète. Les chances qu'il retrouve un jour l'usage de ses jambes sont... Il avait marqué une pause. Nul. Je sais. Alors pourquoi autorisez-vous quelqu'un à lui faire croire le contraire? Elle ne lui fait pas croire le contraire. Elle lui donne de l'espoir. L'espoir est une chose, monsieur Lavalier. Les fausses promesses en sont une autre. Le docteur avait soupiré. J'ai entendu parler de cette jeune femme. Élodie Marchand. Elle a été suspendue de l'hôpital pour avoir enfreint les protocoles médicaux. Elle est connue pour s'attacher excessivement à ses patients et pour, disons, ignorer la réalité médicale au profit de théories non prouvées. Mathieu avait serré le poing. Elle a aidé mon fils plus que n'importe qui d'autre, plus que vous, plus que moi. Je comprends que vous soyez reconnaissant. Mais je vous conseille vivement de consulter d'autres spécialistes avant de prendre des décisions importantes, comme cette histoire de prothèses robotiques. Ces technologies sont expérimentales, coûteuses, et dans le cas de votre fils, probablement inutiles. Probablement. Les lésions de Théo sont trop graves. Les prothèses ne changeront rien. Mathieu avait raccroché sans dire au revoir. Ce soir-là, il était rentré plus tard que d'habitude. 22 heures. La maison était silencieuse. Élodie était partie. Théo dormait. Mathieu était monté dans la chambre de son fils et l'avait regardé dormir. Le visage de l'enfant était paisible, détendu. Il semblait heureux, même dans son sommeil. Mathieu avait pensé aux mots du docteur Renaud. Fausse promesse. Probablement inutile. Et si le médecin avait raison? Et si tout ce qu'Élodie faisait n'était qu'une illusion? Et si, au final, Théo se retrouvait brisé, déçu, encore plus malheureux qu'avant? Mais en regardant son fils, Mathieu ne voyait pas un enfant destiné à être déçu. Il voyait un enfant qui avait retrouvé la joie de vivre. Un enfant qui riait, qui rêvait, qui vivait. N'était-ce pas ça le plus important? Il était redescendu et avait appelé Valérie. Même à cette heure tardive, elle avait répondu immédiatement. « Mathieu, tout va bien? Je dois te demander quelque chose. Vas-y. Fais des recherches sur les prothèses robotiques pour paraplégiques. Je veux savoir si c'est réaliste. Les meilleurs centres, les meilleurs spécialistes, les coûts, tout. » Un silence. Puis Valérie avait dit « D'accord, je m'en occupe demain à la première heure. Merci. » Mathieu? Oui, tu fais le bon choix. Mathieu avait raccroché et était resté seul dans le salon. Puis, impulsivement, il avait pris son manteau et était sorti. Il était presque 23 heures quand il avait frappé à la porte d'Élodie. Elle avait ouvert, surprise, vêtue d'un vieux sweatshirt et d'un pantalon de jogging, les cheveux détachés, sans maquillage. Elle semblait fatiguée, vulnérable. « Mathieu, qu'est-ce que... » « Il faut qu'on parle. » Élodie avait hésité, puis s'était écartée pour le laisser entrer. Le studio était minuscule, encombré de livres de médecine, de cahiers, de vêtements pliés sur une chaise. Mathieu s'était senti soudain très à l'aise ici, dans ce petit espace chaleureux qui sentait le thé et le papier. « Tu veux t'asseoir » avait demandé Élodie en désignant l'unique chaise. Non. Mathieu était resté debout, les mains dans les poches. « J'ai parlé avec le docteur Renaud aujourd'hui. » Élodie avait pâli. « Et il m'a mis en garde contre toi. Il m'a dit que tu donnais de faux espoirs à Théo, que les prothèses robotiques ne marcheront probablement pas. » Élodie avait baissé les yeux. « Je vois. »« Élodie, regarde-moi. » Elle avait obéi, les yeux brillants de larmes contenues. « Est-ce que tu y crois vraiment? Aux prothèses? Ou tu veux juste lui faire plaisir ?» Élodie avait pris une grande inspiration. « Je crois qu'il y a une chance, même petite, même infime, mais il y a une chance. » Elle avait croisé les bras. « Les médecins disent toujours impossible, mais j'ai vu des impossibles devenir possibles.
Monsieur Bertrand, le patient dont je t'ai parlé, tous les médecins disaient qu'il ne remarcherait jamais. Et il l'a fait. Pas beaucoup, mais il l'a fait. Théo n'est pas Monsieur Bertrand. Ses lésions sont différentes. Je sais. Élodie avait essuyé une larme qui avait coulé malgré elle. Je sais que je ne devrais pas, que je devrais être plus réaliste. Mais je ne peux pas abandonner. Je ne peux pas dire à un enfant de 8 ans qu'il ne marchera plus jamais et qu'il doit juste accepter ça. Ce n'est pas juste. Mathieu s'était approché d'elle. Élodie, je ne te demande pas d'abandonner. Je te demande d'être honnête, avec lui, avec moi. Je suis honnête. Elle avait levé les yeux vers lui, le visage baigné de larmes maintenant. Je lui dis la vérité, il y a une chance, petite, mais elle existe. Et même si les prothèses ne marchent pas, même s'il ne marche jamais, au moins il aura essayé. Au moins il ne passera pas sa vie à se demander « et si ?» Mathieu avait senti quelque chose se briser en lui. Toute la colère, toute la peur, toute la méfiance qu'il avait accumulée s'était effondrée. Il avait vu cette jeune femme devant lui, si petite, si fragile, mais si forte en même temps. Elle se battait pour son fils alors qu'elle n'avait aucune obligation de le faire. Elle risquait sa carrière, sa réputation, son propre cœur. « Pourquoi ? Pourquoi tu fais ça ?» avait-il murmuré. « Quoi ? Pourquoi tu te bats autant pour Théo ? Ce n'est même pas ton fils. » Élodie avait détourné les yeux. « Parce que je sais ce que c'est d'être invisible, d'avoir l'impression que personne ne croit en toi. Et je me suis juré que si je pouvais aider quelqu'un à ne plus se sentir comme ça, je le ferais. » Mathieu l'avait regardée longuement. Puis, sans réfléchir, il l'avait prise dans ses bras. Élodie s'était raidie d'abord, surprise, puis elle s'était effondrée contre lui, pleurant maintenant sans retenue. Mathieu l'avait serrée fort, la main dans ses cheveux, murmurant « Merci, merci pour tout ». Ils étaient restés ainsi un long moment, dans ce petit studio minable qui sentait le thé, serrés l'un contre l'autre comme deux naufragés s'accrochant à une bouée. Puis Élodie s'était reculée, essuyant ses larmes. « Tu devrais partir, Élodie. S'il te plaît, c'est déjà assez compliqué. » Mathieu avait hoché la tête. Il était sorti sans ajouter un mot. Les semaines suivantes furent intenses. Valérie avait fait des recherches approfondies et avait trouvé un centre spécialisé en Suisse qui travaillait sur des prothèses robotiques pour enfants paraplégiques. Le docteur Weber, qui dirigeait le centre, avait accepté de voir Théo pour une évaluation. Le rendez-vous était fixé pour début janvier. Théo était fou de joie. Il parlait sans arrêt de la Suisse, des montagnes, de la possibilité de marcher. Mathieu essayait de tempérer son enthousiasme, de lui rappeler que ce n'était qu'une évaluation, qu'il n'y avait aucune garantie. Mais il voyait dans les yeux de son fils une lumière qu'il ne voulait pas éteindre. Noël approchait. Mathieu avait insisté pour qu'Élodie passe le réveillon avec eux. Elle avait fini par accepter, à condition de pouvoir inviter sa mère. Mathieu avait dit oui immédiatement. Le 24 décembre au soir, la maison des Brotteaux avait repris vie pour la première fois depuis la mort de Céline. Mathieu avait fait installer un grand sapin dans le salon, décoré de guirlandes lumineuses et de boules dorées. Élodie et Théo avaient cuisiné ensemble toute la journée, dinde rôtie, gratin dauphinois, bûche de Noël. L'odeur avait envahi toute la maison, chaleureuse, vivante. La mère d'Élodie, Martine, était arrivée vers 19 heures. C'était une femme d'une 50aine d'années, mince, fatiguée, mais avec un sourire doux et des yeux pétillants. Elle travaillait comme aide-soignante dans un EHPAD de Vénissieux depuis 25 ans. En la voyant, Mathieu avait immédiatement compris d'où Élodie tenait sa force tranquille, sa détermination. « Merci de m'inviter, monsieur Lavalier », avait dit Martine en lui serrant la main. « Appelez-moi Mathieu, et c'est moi qui vous remercie d'avoir élevé une fille comme Élodie. » Martine avait souri. « Elle est têtue, hein ?» Heureusement. Le réveillon avait été magnifique. Ils avaient dîné tous les quatre dans la grande salle à manger, racontant des histoires, riant, chantant même quelques chansons de Noël. Théo rayonnait.
Il avait insisté pour porter un pull rouge avec un renne dessus qu'Élodie lui avait offert. Martine racontait des anecdotes sur Élodie enfant, qui rougissait en protestant. Mathieu se sentait heureux. Pour la première fois depuis si longtemps, il se sentait vraiment heureux. Après le dîner, ils étaient passés au salon pour ouvrir les cadeaux. Théo avait reçu des livres, des jeux, des vêtements. Élodie avait offert à Mathieu une écharpe en laine qu'elle avait tricotée elle-même. « Ce n'est pas grand-chose », avait-elle dit timidement. Mathieu l'avait enroulée autour de son cou immédiatement. « C'est parfait ». Puis Mathieu avait sorti un dernier cadeau, une petite boîte enveloppée dans du papier doré. Il l'avait tendue à Élodie. « Pour moi ?» avait-elle demandé, surprise. « Oui ». Élodie avait ouvert la boîte avec précaution. À l'intérieur, il y avait un collier simple, une chaîne en argent avec un petit pendentif en forme d'éléphant. « Un éléphant !» avait murmuré Élodie, les yeux brillants. « Comme ceux que Théo aime !» Mathieu avait souri. « Parce qu'il n'oublie jamais, et je ne veux pas oublier ce que tu as fait pour nous. » Élodie avait essuyé une larme. « Merci. » Vers minuit, alors que Martine et Théo dormaient dans le salon, Mathieu et Élodie s'étaient retrouvés dans la cuisine. Comme souvent maintenant, ils préparaient du café en silence, chacun perdu dans ses pensées. Puis Mathieu avait dit « Élodie, il faut qu'on parle ». Elle avait levé les yeux vers lui. « De quoi ?»« De nous ?» Élodie avait posé sa tasse. « Il n'y a pas de nous. »« Tu en es sûr ?» Elle avait baissé les yeux. « Mathieu, s'il te plaît, ne rends pas ça plus difficile. »« Difficile ? C'est déjà impossible de ne pas penser à toi. » Mathieu s'était approché. « Quand tu es là, je me sens vivant. Quand tu pars, la maison redevient vide. Je sais que c'est fou. Je sais que je ne devrais pas ressentir ça, mais je ne peux pas m'en empêcher. » Élodie avait tremblé. « Tu es encore en deuil ?»« Oui, et je suis l'employé. Je m'en fiche. Tu as 18 ans de plus que moi. Je m'en fiche. » « Moi, je ne m'en fiche pas. » Élodie avait crié maintenant. « Tu crois que c'est facile pour moi? Tu crois que je ne ressens rien? Chaque jour, je viens ici et je fais semblant. Je fais semblant que tout va bien, que je suis juste la nounou. Mais tu me regardes et je... » Elle avait secoué la tête. « Je perds mes moyens et c'est dangereux parce que si je tombe amoureuse de toi, je vais souffrir. Parce que des gens comme toi ne finissent pas avec des gens comme moi. » Des gens comme moi? Riches, cultivés, importants. Élodie. Non, elle avait reculé. « Je ne peux pas, je suis désolée. » Elle était sortie de la cuisine précipitamment. Mathieu était resté seul, le cœur battant, la tête pleine de tout ce qu'il aurait voulu dire mais n'avait pas dit. Janvier arriva. Le 8 janvier, Mathieu, Théo et Élodie prirent le train pour Zurich. Martine était venue dire au revoir à la gare de Lyon-Pardieu, serrant sa fille dans ses bras. « Prends soin de toi », avait-elle murmuré. Élodie avait hoché la tête. Le voyage avait duré 5 heures. Théo avait passé tout le trajet le nez collé à la fenêtre, émerveillé par les paysages qui défilaient, les montagnes enneigées, les lacs gelés, les petits villages suisses avec leurs chalets en bois. Mathieu et Élodie, eux, parlaient peu. La tension entre eux était palpable, mais ni l'un ni l'autre n'osait l'aborder devant Théo. Le centre médical Weber se trouvait dans les environs de Zurich, au milieu des montagnes. C'était un bâtiment moderne, tout en verre et en acier, avec une vue spectaculaire sur les Alpes. Le docteur Weber, un homme d'une 40aine d'années, grand et mince, les avait accueillis chaleureusement. « Bienvenue, vous devez être Théo. » Théo avait hoché la tête, intimidé. « Ne t'inquiète pas, on va juste faire quelques examens, voir comment ton corps réagit. D'accord ?» Les examens avaient duré 2 jours. IRM, scanner, test musculaire, test neurologique. Théo avait été courageux, ne se plaignant jamais malgré la fatigue. Élodie restait avec lui pendant chaque examen, le tenant par la main, lui racontant des histoires pour le distraire. Mathieu, lui, attendait dans le couloir, rongé par l'angoisse. Le 3e jour, le docteur Weber les avait convoqués dans son bureau. Mathieu, Élodie et Théo étaient assis face à lui,
Le médecin avait étalé des images médicales sur son bureau, des radios, des IRM. Alors, avait-il commencé, le visage grave. Les lésions de Théo sont sévères. Comme vous le savez, sa moelle épinière a été endommagée au niveau de la 12e vertèbre thoracique. C'est une lésion complète, ce qui signifie qu'il n'y a aucune transmission nerveuse en dessous de ce point. Mathieu avait senti son cœur se serrer. Ça veut dire que les prothèses robotiques ne lui permettront pas de marcher de façon autonome. Le docteur Weber avait marqué une pause. Cependant, avait répété Élodie, les yeux brillants. Cependant, nous pouvons lui fournir des exosquelettes qui lui permettront de se tenir debout et de faire quelques pas avec assistance. Ce ne sera pas de la marche naturelle, il aura besoin de béquilles, de soutien, et il ne pourra pas le faire longtemps. Mais il avait souri légèrement. Il pourra se tenir debout, danser peut-être, lors d'occasions spéciales. Théo avait explosé de joie. « Je vais pouvoir danser. Papa, tu as entendu? Je vais pouvoir danser. » Mathieu avait regardé Élodie. Elle pleurait silencieusement, un sourire immense sur le visage. Il avait tendu la main et elle l'avait prise, serrant fort. Le docteur Weber avait continué. « Le programme de rééducation sera long, au moins 2 ans. Théo devra venir ici régulièrement, peut-être une fois par mois. Cela coûtera environ 80 000 € au total, en comptant les prothèses et les séances. Ce n'est pas un problème, avait dit Mathieu immédiatement. Bien. Alors, nous commençons dans 2 semaines. Ce soir-là, dans l'hôtel où il logeait à Zurich, Théo s'était endormi épuisé mais heureux. Mathieu et Élodie étaient sortis sur le balcon de leur chambre mitoyenne, regardant les lumières de la ville scintiller dans la nuit froide. « On a réussi », avait murmuré Élodie. « Ah oui, grâce à toi. » Elle avait secoué la tête. « Grâce à nous. » Mathieu s'était tourné vers elle. « Élodie, je sais que tu as peur, je sais que tout ça est compliqué, mais je ne peux plus faire semblant. Je t'aime. » Élodie avait fermé les yeux. « Mathieu, tu n'es pas obligé de répondre. Tu n'es même pas obligé de ressentir la même chose. Je voulais juste que tu saches. » Un silence. Puis, Élodie avait ouvert les yeux et l'avait regardé. « Je ressens la même chose. Depuis le début, je crois. Mais j'ai peur. De quoi? De te perdre. De perdre Théo. De tout gâcher. » Mathieu avait pris son visage entre ses mains. « Tu ne perdras rien, je te le promets. » Et cette fois, il l'avait embrassée. Doucement d'abord, puis plus profondément. Élodie avait répondu, s'accrochant à lui comme si elle avait peur qu'il disparaisse. Ils étaient restés ainsi un long moment, sur ce balcon gelé de Zurich, serrés l'un contre l'autre, le monde entier oublié. Quand ils s'étaient séparés, Élodie avait souri à travers ses larmes. Et maintenant? Maintenant, on rentre à la maison, tous les 3. Mais le retour à Lyon ne fut pas aussi simple. 1 semaine après leur retour de Suisse, alors que Mathieu rentrait du bureau un soir, il avait trouvé Élodie assise dans le salon, en larmes. Théo n'était pas là, il dormait déjà. « Élodie, qu'est-ce qui se passe ?» Elle avait levé vers lui un regard brisé. « J'ai reçu un appel de l'université. Ils ont entendu parler de nous. Quelqu'un a parlé. Ils disent que je ne peux pas continuer mes études si je reste ici. Que c'est? Non professionnel. » Mathieu avait pâli. Qui a parlé? Je ne sais pas. Peut-être Madame Rousseau, peut-être quelqu'un d'autre. Ça n'a pas d'importance. Elle avait essuyé ses larmes. Je dois choisir. Mes études ou toi? Élodie, non. Si. Elle s'était levée. J'ai travaillé tellement dur pour devenir kiné. C'est tout ce que j'ai. Si je perds ça, tu ne perdras rien. Mathieu s'était approché. « On va trouver une solution. Je vais parler à l'université. Je vais. » « Non. » Élodie avait secoué la tête. « Tu ne peux pas tout régler avec de l'argent, pas cette fois. » « Alors qu'est-ce qu'on fait? » « Je ne sais pas. » Elle avait regardé autour d'elle, comme si elle voyait cette maison pour la dernière fois. Peut-être qu'ils avaient raison. Peut-être que c'était une mauvaise idée depuis le début. « Tu ne penses pas ça? » « Si. » Elle l'avait regardé, les yeux rouges. « Je t'aime. Mais je ne peux pas sacrifier tout mon avenir pour ça. Je suis désolé. » Et elle était partie.
comme ça. Mathieu avait essayé de la retenir, mais elle s'était dégagée et avait couru vers la porte. Il l'avait entendue descendre l'escalier, puis la porte d'entrée claquer. Il était resté seul dans le salon, le cœur brisé. Les jours suivants furent un cauchemar. Théo avait demandé où était Élodie. Mathieu avait menti, disant qu'elle était malade, mais Théo n'était pas dupe. Il savait. Et il était redevenu silencieux, renfermé. Mathieu avait essayé d'appeler Élodie. 10 fois, 20 fois, 50 fois. Elle ne répondait pas. Il était allé à Vénissieux, avait frappé à sa porte. Personne. Il avait appelé Martine, qui avait dit qu'Élodie ne voulait parler à personne. Puis, une semaine plus tard, Mathieu avait reçu une lettre manuscrite, l'écriture tremblante d'Élodie. « Mathieu, je suis désolé de partir comme ça. Je suis une lâche, je sais. Mais je ne pouvais pas rester. Pas dans ces conditions. Je t'aime. J'aime Théo. Mais si je reste, je perds tout ce pourquoi j'ai travaillé. Ma carrière, mon avenir. Et je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas être dépendante de toi, même si c'est tentant. Je dois pouvoir me tenir debout toute seule. Dis à Théo que je ne l'oublie pas. Dis-lui que je serai toujours fier de lui. Et dis-lui de continuer à danser. Je t'aime, mais je dois partir. Élodie. » Mathieu avait lu et relu cette lettre. Puis il l'avait froissée et l'avait jetée à travers la pièce. Il avait hurlé, frappé le mur, puis il s'était effondré, pleurant comme il n'avait pas pleuré depuis la mort de Céline. Il avait perdu Élodie, et il ne savait pas comment la retrouver. 3 mois passèrent. 3 mois qui ressemblèrent à une éternité. L'hiver avait cédé la place à un printemps timide, et Lyon s'était couverte de bourgeons et de lumière douce. Mais dans la maison des Brotteaux, le printemps ne semblait pas être arrivé. Mathieu avait engagé une nouvelle nounou, Madame Lemoine, une femme compétente et gentille. Mais Théo la tolérait à peine. Il était redevenu ce qu'il était avant Élodie, silencieux, replié sur lui-même, regardant par la fenêtre comme s'il attendait quelque chose qui ne viendrait jamais. Mathieu, lui, s'était plongé dans le travail avec une fureur désespérée. Il passait 15, 16 heures par jour au bureau. Il signait des contrats, supervisait des chantiers, assistait à des réunions interminables. Tout pour ne pas penser, tout pour ne pas sentir ce vide béant dans sa poitrine. Mais la nuit, quand il rentrait dans cette maison trop grande et trop silencieuse, il ne pouvait pas échapper à la vérité. Il avait tout gâché. Un soir de mars, alors qu'il regardait des dossiers dans son bureau sans vraiment les voir, Valérie était entrée sans frapper. Elle avait posé devant lui une enveloppe Kraft. « Qu'est-ce que c'est ?» avait demandé Mathieu sans lever les yeux. L'adresse d'Élodie. Mathieu avait relevé la tête brusquement. « Comment ?» J'ai mes sources. Valérie avait croisé les bras. Elle a déménagé. Elle ne vit plus à Vénissieux. Elle partage un appartement avec 2 autres étudiantes près de l'université, dans le 7e arrondissement. Elle a repris ses études. Elle travaille aussi à mi-temps dans une pharmacie pour payer son loyer. Mathieu avait pris l'enveloppe, les mains tremblantes. « Pourquoi tu me donnes ça ?»« Parce que tu es en train de mourir à petit feu. Et Théo aussi. » Valérie s'était penchée sur le bureau. « Mathieu, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement entre vous deux, mais je sais une chose. Cette fille vous a sauvé, toi et ton fils, et tu l'as laissé partir sans te battre. Elle ne voulait pas rester. Tu lui as demandé de choisir entre sa carrière et toi. Évidemment qu'elle a choisi sa carrière, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne t'aime plus. Ça veut juste dire qu'elle a de la fierté. » Valérie avait tapé du doigt sur l'enveloppe. « Alors maintenant, tu as 2 options. Soit tu continues à te lamenter et à pourrir l'existence de tout le monde, soit tu te bats pour elle. » Mathieu avait regardé l'enveloppe, puis Valérie. « Comment je me bats ? Ça, mon cher, c'est à toi de le découvrir. Mais commence par arrêter d'être un lâche. » Elle était sortie en claquant la porte. Mathieu était resté seul avec l'enveloppe, le cœur battant. Cette nuit-là, Mathieu ne dormit pas. Il était resté éveillé jusqu'à l'aube, assis dans le salon, fixant les flammes dans la cheminée. Il pensait à Élodie, à la façon dont elle avait transformé leur vie, à son sourire, à sa détermination, à ses mains tenant celles de Théo,
Au goût de ses lèvres sur ce balcon à Zurich, il pensait aussi à Céline. Pour la première fois depuis sa mort, il lui avait vraiment parlé. Pas à voix haute, il n'était pas fou, mais dans sa tête, comme une prière silencieuse. « Céline, je ne sais pas si tu m'entends, je ne sais même pas si je crois à ça, mais si tu es là quelque part, je veux que tu saches que je suis désolé. Désolé de t'avoir perdu, désolé d'avoir failli perdre Théo. Désolé d'avoir eu si peur de vivre que j'ai oublié comment on fait. Mais j'ai rencontré quelqu'un, elle s'appelle Élodie. Et elle me rappelle toi, pas physiquement, mais dans son cœur, dans sa force. Tu l'aurais aimé, je crois. » Au lever du soleil, Mathieu avait pris une décision. Il était monté voir Théo, qui dormait encore, recroquevillé sous sa couette. Mathieu s'était assis sur le bord du lit et avait doucement secoué l'épaule de son fils. « Théo, réveille-toi. » Théo avait ouvert les yeux désorientés. « Papa, quelle heure il est ?»« 6 heures. Pourquoi tu me réveilles ?»« Parce qu'on doit parler. » Mathieu avait pris la main de son fils. « Tu veux revoir Élodie ?» Les yeux de Théo s'étaient écarquillés. « Oui, mais elle est partie. Elle ne veut plus nous voir. C'est faux. Elle nous aime. Mais elle a eu peur. Et moi aussi, j'ai eu peur. » Mathieu avait serré la main de Théo. « Mais je ne veux plus avoir peur. Je veux la retrouver. Je veux qu'elle revienne. Mais pour ça, j'ai besoin de ton aide. » « Mon aide ? » ?»« Oui. » Mathieu avait souri. « J'ai un plan, mais il va falloir qu'on travaille ensemble. D'accord ?» Théo avait hoché la tête, les yeux brillants. « D'accord. » Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités. Mathieu et Théo s'étaient lancés dans un projet secret, quelque chose qu'ils n'avaient dit à personne, pas même à Valérie. Chaque soir, après le départ de Madame Lemoine, ils travaillaient ensemble dans le salon. Théo dessinait, colorait, découpait. Mathieu écrivait, téléphonait, organisait. Ils étaient devenus complices, unis par un objectif commun, ramener Élodie. Pendant ce temps, Mathieu avait aussi fait autre chose. Il avait contacté le doyen de la faculté de médecine où Élodie étudiait. Un homme dans la soixantaine, le professeur Blanchard, avec qui Mathieu avait déjà travaillé sur un projet de rénovation du campus universitaire quelques années plus tôt. Ils s'étaient rencontrés dans un café près de Bellecour. « Monsieur Lavalier, quel plaisir de vous revoir », avait dit le professeur en lui serrant la main. « Que puis-je faire pour vous ? Je veux parler d'une de vos étudiantes, Élodie Marchand. » Le professeur avait froncé les sourcils. « Mademoiselle Marchand ? Je la connais, oui, excellente étudiante. Mais elle a eu quelques problèmes disciplinaires. Je sais. » Mathieu s'était penché en avant. « Professeur, je vais être direct. Élodie a été sanctionnée parce qu'elle entretenait une relation avec moi, son employeur. On lui a dit qu'elle devait choisir entre sa carrière et cette relation. C'est exact. Le règlement de l'université est clair sur... Le règlement est absurde. » Mathieu avait soutenu le regard du professeur. « Cette jeune femme a sauvé mon fils, littéralement. Elle l'a ramené à la vie après qu'il a passé des mois à mourir lentement. Elle l'a fait avec un dévouement et une compétence que je n'ai vue chez aucun professionnel diplômé. Et vous la punissez pour ça ? Nous ne la punissons pas pour avoir aidé votre fils. Nous, vous la punissez pour m'avoir aimé. » Mathieu avait marqué une pause. « Professeur, je comprends que vous ayez des règles, mais parfois, les règles sont injustes. Élodie Marchand est une des meilleures étudiantes que vous ayez jamais eues. Tout le monde le dit. Elle deviendra une excellente kinésithérapeute. Mais seulement si vous la laissez terminer ses études sans cette épée de Damoclès au-dessus de sa tête. » Le professeur avait soupiré. « Monsieur Lavalier, que voulez-vous que je fasse ? Levez les sanctions. Dites-lui qu'elle peut continuer ses études sans restriction, qu'elle peut vivre sa vie comme elle l'entend. Et en échange... » Mathieu avait souri légèrement. « En échange, je finance la nouvelle aile de rééducation que l'université veut construire depuis 3 ans mais n'a pas les moyens de réaliser 2 millions d'euros. » Le professeur avait écarquillé les yeux. « 2 millions ? Oui, à condition qu'Élodie Marchand soit réintégrée pleinement et sans condition. » Le professeur avait réfléchi un long moment, puis il avait tendu la main. Marché conclu. «
Mais Mathieu ne s'était pas arrêté là. Il avait également contacté le docteur Renaud, le neurologue qui avait mis en garde contre Élodie. Ils s'étaient rencontrés dans son cabinet de la Pardieu. « Monsieur Lavallier », avait dit le médecin en le recevant froidement. « Je suppose que vous venez me parler de cette jeune femme. » Oui. Mathieu s'était assis sans y être invité. « Docteur Renaud, vous avez dit qu'Élodie donnait de faux espoirs à mon fils. C'est exact. Vous aviez tort. » Mathieu avait sorti des documents de sa mallette. « Voici le rapport du docteur Weber, du centre de Zurich. Théo va pouvoir se tenir debout grâce aux exosquelettes. Il va pouvoir danser. Pas beaucoup, pas longtemps, mais il va pouvoir. » Élodie avait raison depuis le début. Le docteur avait parcouru les documents, le visage impassible. « Je vois. C'est encourageant. » Encourageant ? Mathieu avait senti la colère monter. « Docteur, vous avez essayé de me convaincre qu'Élodie était dangereuse, que ses méthodes étaient non scientifiques, que mon fils ne ferait jamais aucun progrès. Vous aviez tort sur toute la ligne. Monsieur Lavallier, je comprends votre frustration, mais non, vous ne comprenez pas. » Mathieu s'était levé. « Vous êtes un excellent médecin, j'en suis sûr, mais vous manquez de quelque chose d'essentiel. Vous manquez d'espoir, et sans espoir, tous vos diplômes et toutes vos connaissances ne valent rien. » Il était sorti sans attendre de réponse. Avril arriva. Les cerisiers du parc de la Tête d'Or étaient en fleurs, et Lyon baignait dans une lumière dorée. Mathieu et Théo avaient terminé leur projet secret. Il ne restait plus qu'une chose à faire, retrouver Élodie. Mathieu savait où elle travaillait. La pharmacie Leclerc, rue Chevreul, dans le 7e arrondissement. Il s'y était rendu plusieurs fois, se postant de l'autre côté de la rue, la regardant de loin à travers la vitrine. Elle portait une blouse blanche, rangeait des médicaments, servait des clients avec un sourire professionnel. Elle avait l'air bien. Ou du moins, elle faisait semblant d'aller bien. Mais Mathieu voyait ce que les autres ne voyaient pas. La tristesse dans ses yeux, la façon dont son sourire ne montait jamais jusqu'à son regard. Un samedi après-midi, il avait pris son courage à deux mains. Il était entré dans la pharmacie. Élodie était derrière le comptoir, en train de taper quelque chose sur l'ordinateur. Quand elle avait levé les yeux et l'avait vu, elle s'était figée. Mathieu. « Bonjour Élodie. » Un silence gêné. Les autres employés les regardaient avec curiosité. Élodie avait détourné les yeux. « Qu'est-ce que tu fais là ? Je suis venu te voir. Tu ne devrais pas être ici. » Il dit « Pourquoi pas ? Parce que... » Elle avait baissé la voix. « Parce que c'est fini, Mathieu. On en a déjà parlé. »« Non, on n'a pas parlé. Tu es parti. Tu as fui. » Élodie avait pâli. « Je n'ai pas fui. J'ai fait un choix. Un choix que tu regrettes. Tu ne sais pas ce que je ressens. »« Si, je sais. » Mathieu s'était penché sur le comptoir. « Parce que je ressens la même chose. Je pense à toi chaque jour, chaque heure. Théo te réclame. La maison est vide sans toi. Et moi, il avait marqué une pause. Moi, je suis perdu sans toi. » Les yeux d'Élodie s'étaient remplis de larmes. « Mathieu, arrête, s'il te plaît. »« Pourquoi ? Parce que c'est trop difficile. Parce que tu as peur. »« Oui, » elle avait presque crié. « Oui, j'ai peur. Tu es riche, influent, parfait. Et moi, je ne suis rien. Une étudiante fauchée qui vit dans un appartement miteux et qui travaille dans une pharmacie pour payer son loyer. On vit dans deux mondes différents. Ça ne marchera jamais. Tu te trompes. On vit dans le même monde. Un monde où les gens s'aiment et se battent pour cet amour. Ce n'est pas aussi simple. Si, c'est aussi simple. » Mathieu avait sorti une enveloppe de sa poche et l'avait posée sur le comptoir. « Lis ça !» Élodie avait regardé l'enveloppe avec méfiance. « Qu'est-ce que c'est ? » « Lis. » Elle avait pris l'enveloppe et l'avait ouverte. À l'intérieur, il y avait une lettre officielle de l'université Claude Bernard, signée par le professeur Blanchard. Élodie avait lu, les yeux s'écarquillant progressivement. « Mademoiselle Marchand, nous avons le plaisir de vous informer que, après réexamen de votre dossier, toutes les sanctions disciplinaires à votre encontre ont été levées.
vous êtes pleinement réintégré dans le programme de kinésithérapie et pourrez poursuivre vos études sans restriction. Nous vous présentons nos excuses pour la gêne occasionnée et vous assurons de notre confiance en vos capacités professionnelles. Élodie avait levé les yeux vers Mathieu, incrédule. « Comment ?» J'ai parlé au doyen, je lui ai expliqué la situation. « Mathieu, tu ne peux pas. Je n'ai rien fait d'illégal, j'ai juste financé un projet que l'université voulait réaliser depuis longtemps. C'est tout. » Il avait souri. « Maintenant, tu n'as plus d'excuses. Tu peux avoir ta carrière, tu peux avoir tes études, et tu peux m'avoir si tu veux. » Élodie avait secoué la tête, les larmes coulant maintenant. « Tu es fou. » »« Oui, fou de toi. Je ne sais pas quoi dire. Dis oui. » Mathieu avait pris sa main par-dessus le comptoir. « Viens avec moi maintenant. Il y a quelque chose que je veux te montrer. » Élodie avait demandé à sa collègue de la remplacer pour le reste de l'après-midi. Elle avait enlevé sa blouse blanche, pris son sac et était sortie avec Mathieu. Ils avaient marché en silence dans les rues de Lyon, le printemps éclatant autour d'eux. Les terrasses des cafés étaient bondées. Les gens profitaient du soleil, la ville vibrait de vie. Mathieu l'avait conduite jusqu'au parc de la Tête d'Or. Ils étaient entrés par la grande grille dorée et avaient marché le long des allées bordées de cerisiers en fleurs. Élodie regardait autour d'elle, perplexe. « Ah, où on va ? Tu verras. » Ils avaient traversé le parc jusqu'à arriver à une grande clairière près du lac. Et là, Élodie s'était figée. Au centre de la clairière, il y avait une installation extraordinaire. Des dizaines de guirlandes lumineuses suspendues aux arbres, formant un dôme scintillant. Des lanternes en papier coloré flottant dans l'air, retenues par des fils invisibles. Et au centre, sur une petite estrade en bois, il y avait Théo. Théo, debout. Il portait les exosquelettes robotiques que le docteur Weber lui avait fournis. Des structures métalliques légères attachées à ses jambes, reliées à un harnais autour de sa taille. Il se tenait entre deux barres d'appui, tremblant légèrement sous l'effort, mais debout. À côté de lui se tenait Valérie qui souriait. Et derrière, un petit orchestre de musiciens, un violoniste, un violoncelliste, un pianiste sur un clavier électrique. « Élodie !» avait crié Théo, le visage rayonnant. « Regarde, je suis debout !» Élodie avait couru vers lui, les larmes inondant son visage. Elle s'était arrêtée au pied de l'estrade, le regardant avec une incrédulité émerveillée. « Théo, c'est incroyable. Papa et moi, on a travaillé super dur. On est allé en Suisse 3 fois, et maintenant je peux faire ça. » Théo avait levé une main de la barre et l'avait tendue vers elle. « Tu veux danser avec moi ?» Élodie avait regardé Mathieu qui était monté sur l'estrade à côté de Théo. « On a répété », avait dit Mathieu en souriant. « Enfin, on a essayé. » Les musiciens avaient commencé à jouer. Une valse douce, mélancolique, magnifique. La même que celle qu'Élodie avait fait écouter à Théo, ce fameux jour où tout avait commencé. Chopin. Élodie était montée sur l'estrade. Elle avait pris la main de Théo d'un côté et Mathieu s'était placé de l'autre côté du garçon. Ensemble, ils avaient commencé à se balancer doucement au rythme de la musique. Théo, soutenu par les exosquelettes et par eux deux, bougeait ses pieds maladroitement, mais il bougeait. Il dansait, vraiment dansait. Les gens dans le parc s'étaient arrêtés pour regarder. Certains avaient sorti leur téléphone pour filmer, d'autres applaudissaient doucement. Mais Élodie ne voyait que 3, Mathieu, Théo et elle, dansant sous les guirlandes lumineuses et les cerisiers en fleurs. « Je t'avais dit que je danserais !» avait murmuré Théo. Élodie avait ri à travers ses larmes. « Oui, tu l'as fait. Tu es incroyable, champion. » Quand la musique s'était arrêtée, les applaudissements avaient éclaté. Théo avait souri, épuisé, mais radieux. Mathieu et Élodie l'avaient aidé à s'asseoir dans son fauteuil roulant et il s'était immédiatement endormi, la tête contre le dossier. Mathieu s'était tourné vers Élodie. « Il y a autre chose. » « Autre chose ? Je ne sais pas si mon cœur peut supporter autre chose. » Mathieu avait souri. Il avait pris sa main et l'avait conduite un peu plus loin, hors de vue de la petite foule qui s'était rassemblée. Là, sous un cerisier isolé,
Il s'était arrêté. « Élodie, j'ai quelque chose à te demander. »« Quoi ?» Mathieu avait pris une grande inspiration. « Je sais qu'on se connaît depuis seulement 6 mois. Je sais que c'est rapide, peut-être trop rapide. Mais j'ai passé 18 mois à mourir à petit feu. Et puis tu es arrivé, et tu m'as appris à revivre. Tu as sauvé mon fils. Tu m'as sauvé, et je ne veux plus jamais te laisser partir. » Il s'était agenouillé sur un genou. Élodie avait porté les mains à sa bouche. « Mathieu, laisse-moi finir. » Il avait sorti une petite boîte de sa poche et l'avait ouverte. À l'intérieur, il y avait une bague simple, en or blanc, avec un petit diamant. « Je ne te demande pas de m'épouser tout de suite. Je sais que tu as besoin de temps, mais je te demande de me donner une chance, de nous donner une chance, de construire une vie ensemble, une vraie vie. » Élodie pleurait maintenant sans retenue. « Tu es sérieux ? Plus sérieux que je ne l'ai jamais été. » Mathieu avait souri. « Alors, qu'est-ce que tu en dis ?» Élodie s'était agenouillée devant lui, prenant son visage entre ses mains. « Tu es complètement fou. Ça, je le sais déjà. Et tu m'as mis dans une situation impossible. Comment je peux dire non après tout ça ? Tu ne peux pas. C'était le but. » Élodie avait ri à travers ses larmes. « D'accord. D'accord quoi ? D'accord, je te donne une chance, une vraie chance. » Elle avait marqué une pause. « Mais je garde mon appartement et je finis mes études. Et je ne deviens pas juste la femme de Mathieu Lavalier. Je reste Élodie. Je ne voudrais pas que tu sois quelqu'un d'autre. Et on va doucement, pas de mariage avant au moins 1 an. D'accord. Et tu promets de ne plus jamais fuir, de rester présent pour Théo. » Je promets. Alors oui, Élodie avait souri. Oui à tout. Mathieu lui avait passé la bague au doigt. Elle était légèrement trop grande, mais Élodie s'en fichait. Elle l'avait regardé briller au soleil, puis elle avait regardé Mathieu. Et elle l'avait embrassé, longuement, profondément, pendant que les pétales de cerisier tombaient autour d'eux comme de la neige rose. Les mois suivants furent une période d'ajustement. Élodie avait gardé son appartement, comme elle l'avait dit, mais elle passait la plupart de son temps dans la maison des Brotteaux. Elle avait repris officiellement son rôle auprès de Théo, non plus comme nounou, mais comme quelque chose de beaucoup plus proche d'une mère. Théo l'appelait parfois « maman » par erreur, puis se rattrapait, gêné. Élodie lui disait que ce n'était pas grave. Elle ne remplacerait jamais Céline. Personne ne le pourrait, mais elle était là, et elle l'aimait. Mathieu, de son côté, avait radicalement changé sa façon de travailler. Il déléguait plus, rentrait plus tôt, prenait des week-ends. Il avait découvert qu'il pouvait être un bon homme d'affaires et un bon père. Les deux n'étaient pas incompatibles. Théo faisait des progrès spectaculaires. Chaque mois, il retournait en Suisse pour des sessions de rééducation avec le docteur Weber. Théo s'habituait peu à peu aux exosquelettes. Il pouvait maintenant se tenir debout pendant presque 1 heure avec soutien. Il avait même fait quelques pas, maladroits mais réels. Le docteur Weber était impressionné. « Ce garçon a une volonté de fer », disait-il souvent. Un jour, en septembre, alors qu'ils étaient tous les 3 dans le jardin de la maison, Théo avait dit « Papa, je veux retourner à l'école, avec les autres enfants. » Mathieu avait échangé un regard avec Élodie. « Tu es sûr ?»« Oui. » Théo avait hoché la tête avec détermination. « Je veux voir mes amis, je veux jouer avec eux, même si je suis en fauteuil. » D'accord. Mathieu avait souri. « On va trouver une école, une bonne école. » L'automne arriva, puis l'hiver. Décembre à nouveau. 1 an jour pour jour depuis qu'Élodie était entrée dans leur vie. Mathieu avait organisé une fête pour célébrer. Pas une grande fête, juste eux 3, Martine, Valérie et quelques amis proches. Ils avaient dîné dans la grande salle à manger, décoré le sapin ensemble, chanté des chansons de Noël. Après le dîner, alors que les autres étaient au salon, Mathieu avait demandé à Élodie de le suivre au 1er étage. Il l'avait conduite à une chambre qu'elle n'avait jamais vue, une chambre qui était restée fermée depuis la mort de Céline. La chambre de Céline. « Pourquoi tu m'emmènes ici ?» avait demandé Élodie, nerveuse. « Parce qu'il faut que je te montre quelque chose. » Mathieu avait ouvert la porte.
La chambre était exactement comme Céline l'avait laissée. Des livres sur la table de nuit, des vêtements dans l'armoire, des photos sur les murs. Élodie avait regardé autour d'elle, émue. C'était une belle femme, avait-elle dit en regardant une photo de Céline avec Théo bébé. Oui, Mathieu s'était approché de la commode et avait ouvert un tiroir. Il en avait sorti une boîte en bois. Céline tenait un journal. Elle y écrivait chaque jour. Après sa mort, je n'ai pas eu le courage de le lire, mais il y a quelques semaines, je l'ai fait. Il avait ouvert la boîte et en avait sorti un carnet en cuir. Il l'avait feuilleté jusqu'à une page marquée d'un signet. C'est une des dernières entrées qu'elle a écrites, quelques jours avant l'accident. Je veux te la lire. Élodie avait hoché la tête, les larmes aux yeux. Mathieu avait lu, la voix tremblante, 15 avril. Aujourd'hui, Théo m'a demandé ce qui se passerait si je mourais. J'ai été choqué. Il n'a que 6 ans, pourquoi pense-t-il à ça? Mais j'ai répondu honnêtement. Je lui ai dit que si je mourais, quelqu'un d'autre viendrait, quelqu'un de bien, de fort, qui prendrait soin de lui. Et je lui ai dit que je ne serais pas jalouse, que je serais heureuse qu'il soit aimé, parce que c'est ça l'amour. C'est vouloir que ceux qu'on aime soient heureux, même si on n'est plus là. Mathieu aussi. Si je meurs, je veux qu'il refasse sa vie, qu'il trouve quelqu'un qui le rendra heureux, parce qu'il mérite le bonheur. Nous le méritons tous. Mathieu avait refermé le carnet, les yeux rouges. Elle savait. D'une certaine façon, elle savait. Et elle nous a donné sa bénédiction. Élodie pleurait maintenant, silencieusement. Mathieu, je ne t'ai jamais vraiment dit merci. Pas vraiment. Mathieu avait posé le carnet et avait pris les mains d'Élodie. Tu as pris un enfant brisé et tu l'as rendu entier. Tu as pris un homme mort et tu l'as ramené à la vie. Tu as donné une seconde chance à cette famille. Vous m'avez donné une seconde chance aussi. Élodie avait souri à travers ses larmes. Avant vous, j'étais perdu. Je ne savais pas qui j'étais, ce que je voulais. Et puis, je vous ai rencontré et tout est devenu clair. Mathieu l'avait embrassé. Je t'aime. Je t'aime aussi. 1 an plus tard, en décembre à nouveau, ils s'étaient mariés. Une cérémonie simple, dans la mairie du 3e arrondissement, suivie d'une réception dans un petit restaurant sur les quais de la Saône. Théo était le témoin de Mathieu. Martine, celle d'Élodie. Il n'y avait que 20 personnes, mais c'était parfait. Théo avait insisté pour danser la première danse avec Élodie. Avec ses exosquelettes, il avait réussi à rester debout presque 5 minutes. Élodie l'avait tenu, guidé, et ils avaient dansé pendant que tout le monde applaudissait. Puis Mathieu avait coupé, et ils avaient dansé tous les 3 ensemble, comme cette première fois dans le parc. Après la fête, ils étaient rentrés à la maison. Théo était monté se coucher, épuisé mais heureux. Mathieu et Élodie s'étaient retrouvés dans le jardin, sous les étoiles. Il faisait froid, mais ils s'en fichaient. « Tu es heureuse ?» avait demandé Mathieu. « Oui. » Élodie avait souri. « Plus que je ne l'ai jamais été. Moi aussi. » Ils étaient restés silencieux un moment, serrés l'un contre l'autre, puis Élodie avait dit « Tu sais, Théo m'a dit quelque chose aujourd'hui. »« Quoi ?» Il m'a dit qu'il pensait que sa maman avait envoyé quelqu'un pour prendre soin de nous. Il pense que c'était moi. Mathieu avait senti les larmes lui monter aux yeux. Peut-être qu'il a raison. Tu y crois? Je ne sais pas. Mais je sais une chose. Je suis reconnaissant. Pour tout. Pour toi. Pour Théo. Pour cette vie qu'on construit ensemble. Moi aussi. Ils étaient rentrés dans la maison, main dans la main. À l'étage, Théo dormait paisiblement, un sourire sur les lèvres. Dans le salon, le sapin scintillait doucement. Dehors, Lyon brillait dans la nuit d'hiver. Et pour la première fois depuis si longtemps, cette maison n'était plus vide. Elle était pleine de vie, de rire, d'amour. Elle était un foyer. Épilogue. 5 ans plus tard, Théo avait 14 ans maintenant. Il était en 3e dans un collège ordinaire où il était connu pour être le meilleur élève de sa classe en mathématiques. Il utilisait toujours son fauteuil roulant la plupart du temps, mais avec ses exosquelettes perfectionnés, il pouvait marcher de courtes distances. Chaque année, il faisait un peu plus de progrès. Les médecins étaient stupéfaits.
Mathieu avait vendu une partie de son empire immobilier pour se concentrer sur des projets qui avaient du sens. Des logements sociaux, des centres de rééducation, des écoles accessibles aux enfants handicapés. Il était devenu un philanthrope, respecté à Lyon. Élodie était devenue kinésithérapeute. Elle avait ouvert son propre cabinet dans le quartier de la Guillotière, spécialisé dans la rééducation des enfants. Son cabinet était toujours plein. Les parents venaient de toute la région pour la consulter. Elle avait même commencé à former d'autres kinés à ces méthodes que les médecins avaient autrefois jugées non orthodoxes. Et ils avaient agrandi la famille. Une petite fille, Léa, maintenant 3 ans, qui courait partout dans la maison en riant. Théo l'adorait. Il lui lisait des histoires, jouait avec elle, la protégeait comme un grand frère doit le faire. Un dimanche après-midi, en avril, ils étaient tous au parc de la Tête d'Or. Théo avec ses exosquelettes, marchant lentement entre Mathieu et Élodie. Léa courait devant, chassant les pigeons. Le soleil brillait, les cerisiers étaient en fleurs à nouveau. Théo s'était arrêté près du lac et avait regardé l'eau scintiller. « Papa? Oui? Tu crois que maman nous voit? Là-haut » Mathieu avait regardé le ciel. « Je pense que oui. Tu crois qu'elle est fière de nous? J'en suis sûr. » Théo avait souri. « Moi aussi. » Élodie avait pris la main de Mathieu. Il l'avait serré fort. Léa était revenue en courant, criant « Papa, maman, regardez, j'ai trouvé une plume. » Ils avaient ri, l'avaient soulevée, embrassée. Et dans le ciel au-dessus de Lyon, entre les nuages blancs et le soleil doré, on aurait pu jurer qu'une femme souriait. Une femme aux cheveux bruns et aux yeux doux. Céline, qui regardait sa famille, leur famille, et qui était heureuse. Parce que l'amour ne meurt jamais vraiment, il se transforme, il continue, il trouve de nouveaux chemins. Et parfois, si on a de la chance, il revient danser. Le millionnaire rentra plus tôt et vit la nouvelle nounou apprendre à danser à son fils paralysé. Mais ce qu'il fit ensuite fut incroyable.